ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Black Spirit Heroes. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un invité d'honneur, un jeune entrepreneur, un expert consultant, un ambassadeur diplomatique, investi, engagé dans le développement de la diaspora africaine et plus précisément de la diaspora comorienne. Il se nomme Rahim Atoumane. Salam alaikum mon frère. Comme salam. Comment vas-tu? Ça va, tout va bien, merci. Bien arrivé en France? Toujours aussi froid. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui dans cette émission. Comme à l'accoutumée, chaque mois, on a des nouveaux invités. Et aujourd'hui, je suis persuadé que l'interview sera à la hauteur des précédentes. Ah, tout à fait. Et je te remercie encore pour l'invitation. C'est un plaisir. Je suis ce que tu fais depuis un petit moment. Et je valide le travail. Et c'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui. Ah, c'est un honneur partagé en tout cas. On va sans plus attendre rentrer dans le vif du sujet. Je vais d'abord te demander de te présenter globalement. Moi, c'est Rahim Atoumane. Donc, comme tu l'as dit juste avant, je suis un entrepreneur à la base. Et aujourd'hui, je suis diplomate. Je suis représentant résident d'une organisation internationale non gouvernementale qui se nomme l'ACEU, donc l'Agence africaine de coopération. D'accord. Et je suis accrédité aux Comores. Tu es originaire de France ou des Comores? Tu es né là-bas? Tu es né ici? Alors, moi, je dis que je suis originaire de France, parce que je suis né en France, j'ai fait toute ma scolarité en France. Moi, les Comores, c'est mon pays d'ascendance, c'est ma patrie, c'est la terre de mes pères. On peut dire que tu fais partie de la diaspora comorienne. Clairement, je suis issu de la diaspora comorienne. D'accord. J'aimerais qu'on revienne, avant de rentrer dans le cœur vraiment de l'interview, sur ton parcours entrepreneurial, parce que le but également de ces échanges, comme je le fais avec les précédents intervenants, c'est d'inspirer les gens, d'inspirer les téléspectateurs, les internautes, et à chaque fois, j'ai vraiment ce désir que chacun puisse se rendre compte du parcours entrepreneurial, la jeunesse et la trajectoire que tu as pu prendre pour en arriver aujourd'hui jusqu'à ici. Alors bon, ma trajectoire, elle est, j'ai envie de dire, assez simple à la base. Je suis un assez bon élève, donc je passe les classes assez rapidement, enfin de façon normale. Bon, je sais qu'on m'avait proposé de sauter des classes. Ma mère n'avait pas voulu parce qu'elle avait peur que d'avancer ça me fasse reculer. Donc j'ai eu mon bac à 17 ans, je suis parti en BTS assurance et banque que j'ai réussi. Je suis monté à Paris pour pouvoir le faire et je l'ai fait en alternance. Et de par le fait que je l'ai fait en alternance, je suis rentré rapidement dans le milieu du travail et ça m'a permis en fait d'avoir beaucoup d'expérience et de pouvoir enclencher le pas juste après. Donc dès que j'ai eu mon BTS, j'ai commencé directement à travailler avec la même société avec laquelle j'ai fait mon BTS. Donc spécialité assurance. Ensuite, j'ai été débauché parce que j'avais un profil junior avec de l'expérience. J'avais 21 ans, j'étais déjà manager, j'avais déjà géré 2 équipes de 6 personnes. Donc j'avais un profil assez intéressant et de ce fait j'ai été débauché quand j'étais sur Paris. Des chasseurs de tête m'ont cherché. J'ai eu le choix à un moment donné de choisir la société dans laquelle je voulais travailler. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé un peu face à un plafond de verre. J'arrivais plus à avancer parce que malgré que je sois compétent et malgré que je fasse du chiffre, ça m'empêchait d'atteindre vraiment de grosses responsabilités dans de grosses institutions. Quand j'étais dans mon cabinet de courtage dans lequel qui m'ont poussé en réalité, dans lequel j'ai fait ma scolarité, ils m'avaient fait confiance. C'était une boîte à taille humaine, quand même assez bien placée à Paris, etc. Mais quand je suis arrivé dans le bain ou dans les grandes assurances, là c'était beaucoup plus compliqué. On ne voulait pas me donner forcément de responsabilité, peu importe que je sois meilleur que mon manager, je devais rester à ma place. Et je me suis senti un peu frustré parce que moi j'ai eu un peu l'ascenseur émotionnel, puisque d'un côté dans le cabinet de courtage, plus je faisais du chiffre, plus on me donnait des opportunités. On ne regardait que mes chiffres, que ce que je faisais, ce que j'apportais. Et de l'autre, j'étais rentré un peu dans l'architecture structurelle, on va dire française, qui dit non, toi tu vas dans cette case-là, quand t'as cet âge-là, quand t'as cette couleur, etc. Et ça a commencé à me frustrer. Et du coup je faisais ça à Paris. Je suis retourné à Marseille. Même pour la petite histoire, je me suis fait virer à Paris. J'étais dans une grande société d'assurance que je vais pas nommer. Et je me suis fait virer au lendemain, c'est la première fois d'ailleurs que je raconte cette histoire en interview. Et je me suis fait virer un peu après les attentats. D'accord. Parce que après les attentats, on nous convoque, on nous demande de nous raser notre barbe. Et à l'époque, elle était beaucoup plus petite. La barbe, il y a un motif fallacieux qui est donné.
Et moi, je commençais à avoir un tout petit duvet. Je l'attendais depuis longtemps. Et quand il me dit ça, bon, honnêtement, je prends ça pour la rigolade, quoi. Il nous laisse une semaine. Et une semaine après, je l'ai toujours pas enlevé. Et on me convoque et pour un motif fallacieux, etc. On me licencie. Et je le prends un peu comme un choc. J'ai un peu ce regain de bon, allez les Parisiens, ça y est, j'en ai marre de vous. J'ai fait ma scolarité ici. Hop, j'ai pris mon train, je suis parti du jour au lendemain. Je suis retourné à Marseille. Là-bas, j'ai bossé pour un cabinet de courtage. Ça se passait plutôt bien. C'est vraiment moi qui avais l'impression de tourner en rond. Et je me suis tourné vers l'entrepreneuriat. Donc, je savais pas quoi faire. J'ai pas forcément de talent. Je sais pas couper des cheveux, je sais pas réparer des voitures. J'ai pas de talent, mais je voulais regagner ma liberté. J'en ai faire lundi, samedi, travailler en plus dans l'assurance, on travaille assez tard, rendez-vous avec les clients, etc. J'avais déjà une famille à cet âge-là parce que je me suis marié assez jeune. Et voilà, j'ai découvert l'entrepreneuriat à travers une fondation qui s'appelle Positive Planet. D'accord. Qui sont venus dans mon quartier, en fait. J'ai vu un stand et qui sont venus me voir. Donc déjà, ça m'a surpris. Normalement, on vient pas directement nous alpaguer, nous discuter. Et ça m'a intéressé. La première fois, j'entendais entrepreneuriat. Moi, j'entends chef d'entreprise, patron, mais j'avais jamais entendu ce terme-là. Et je suis allé au rendez-vous qu'ils m'ont donné. Et j'ai découvert, on m'a proposé d'être mon propre patron, on m'a donné des outils. J'y suis resté, j'ai été incubé là-bas pendant 3 ans. D'accord. Et ensuite, j'ai monté ma société. D'accord. Donc, ma société répondait à une problématique qu'on a dans les quartiers nord de Marseille. Et je pense dans d'autres villes. C'est que les grandes, les nouvelles startups qui naissaient, comme Uber, etc., eh ben, elles ne nous prenaient pas en compte. C'est-à-dire que nous, nos adresses ne passaient pas sur l'application. D'accord. On pouvait pas commander à manger, on pouvait pas se déplacer, etc. Déjà, on avait la difficulté avec les taxis dès qu'on donnait l'adresse, un peu compliqué. Et moi, je me suis rendu compte parce que j'étais quand même un cadre. Donc, j'habitais dans une résidence, même si je voulais rester aux abords des quartiers nord, parce que c'est là-bas où j'ai mes habitudes. Mais j'étais dans une résidence de cadre où j'étais avec des médecins, etc. Et me rendre compte que même mon adresse ne passait pas, je me suis dit que là, il y a peut-être un problème là. Et en fait, pendant un petit moment, je me blesse, je fais de la boxe, donc je me blesse la main, donc je travaille plus. Je suis en arrêt et je reste avec ma mère. Et je me rends compte qu'elle a beaucoup de besoins, de se déplacer, etc. Et c'est pas forcément facile. Et vu que je suis là, je suis disponible, j'ai la voiture, j'ai le permis, et on va faire des courses et elle prend des cousines. Donc je me retrouve avec des tatas et toute la journée on fait des courses. Du lundi au vendredi, toute la journée on fait des courses. Et à chaque fin de journée, vu que je passe la journée avec eux, que c'est sympa, on rigole, etc. Elles me donnent 10 euros, 15 euros. Et je me rends compte que tous les jours, je finis avec 40, 50 euros. Je me dis, peut-être qu'il y a un besoin là. Et je me rends compte que le coffre est plein. On a des gros cabas, on a des cartons de poulet. Et je me dis, mais si j'étais pas là, comment font les mamans pour aller du quartier nord jusqu'au centre-ville, récupérer cela, les ramener? Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et j'ai monté ma conciergerie qui s'appelle les Majordomes, qui est une conciergerie éco-responsable et inclusive. Éco-responsable parce qu'on utilisait des véhicules électriques, et inclusive parce qu'on emploie les gens, les habitants de ces quartiers pour servir et livrer ces quartiers. Donc l'objectif c'est d'avoir un WhatsApp, un numéro unique où on passe une commande, on commande ce qu'on veut. Le slogan c'est faites-vous servir n'importe quoi, n'importe où, mais pas par n'importe qui. Vous commandez ce que vous voulez, on va le récupérer. On fait l'avance des frais, on le ramène au client et il nous rembourse plus la commission à 7 euros dans tout Marseille. On fait avec le véhicule électrique et ce sont nos quartiers, enfin des jeunes de ces quartiers-là qui livrent leur quartier. D'accord. Donc ça a marché plutôt pas mal. Ensuite, on a ouvert une agence pour avoir un endroit fixe où on faisait les relais colis qui a explosé pendant le Covid. Et j'ai été pas mal exposé parce qu'à travers Positive Planet, j'ai fait un concours que j'ai gagné. Et ce concours-là, il fallait avoir pas mal de likes. Et la diaspora comorienne s'est beaucoup mobilisée. Donc j'ai gagné. À la clé, c'était 10 000 euros. Et c'était un des montants qui me permettait de finaliser ma société. Donc ça m'a pas mal servi. Et j'étais accompagné par l'ancien joueur de l'OM, Maxime Lopez. Donc société ouverte, j'avais gagné le concours, j'avais de la visibilité, les médias s'intéressaient à moi, je passais par une fondation qui est quand même assez connue, Positive Planet, qui s'appelle maintenant Positive, qui est dirigée par Jacques Attali. Et en fait, en 2019, j'y vais aux Comores et ma trajectoire, elle change complètement. J'ai des opportunités au niveau de la diplomatie et je décide de mettre un peu l'entrepreneuriat de côté et d'œuvrer vraiment pour le pays. Oh, super intéressant et très riche. Et ce que j'apprécie, c'est que au final, d'après ce que je comprends, tu es passé du stade de l'entrepreneuriat un peu par rapport à ce que tu vivais,
C'est un peu le monde de l'entreprise en tant que salarié qui t'a poussé vers l'entrepreneuriat. Et au final, ça a été une bonne chose pour toi. Parce que là, je vois que la trajectoire, elle est ascendante et c'est honorable. Et c'est vraiment intéressant de comprendre quel est le personnage, qui on a, d'où tu viens et voilà, toutes les étapes par lesquelles tu es passé pour en arriver là aujourd'hui. Je pense que ça va beaucoup inspirer beaucoup de nos jeunes. Parce que t'es encore jeune. Bien sûr. Et pourtant, t'as fait beaucoup de choses. C'est vrai. Tu t'es bien débrouillé et c'est honorable. Et je pense qu'on a besoin de parcours comme ça pour inspirer, pour donner l'exemple et montrer que c'est possible. Lorsqu'on est issu de la diaspora, qu'on est issu de l'immigration, qu'on a avec tous les problèmes, comme tu as pu le préciser tout à l'heure, implicite ou explicite, que ça sous-entend lorsqu'on est dans le monde du travail, ça n'empêche que, malgré tout ça, ça t'a pas empêché d'avoir un essor économique et social et d'avoir une posture actuellement qui est respectable. Donc chapeau bas. Merci beaucoup. T'es comorien, ça m'intéresse. Là au Havre, on a une communauté comorienne qui est importante. D'ailleurs, on passe un gros salam à la communauté comorienne du Havre et d'ailleurs et de Navarre. J'aimerais que tu nous parles un peu des Comores, même si voilà, on a tous je pense des amis, des frères, des sœurs comoriennes, mais c'est vrai que c'est un pays qui a sa propre culture, qui est loin géographiquement. Et vu que là j'ai la chance de t'avoir, tu nous parles un peu de comment est la vie là-bas, que ça soit au niveau social, au niveau des cultures, au niveau bien-être. Voilà, que tu puisses nous donner une petite fenêtre, un petit aperçu de comment est la vie aux Comores. Okay, avec grand plaisir. Alors moi, pour qu'on puisse comprendre, les Comores à la base, je connais pas du tout. C'est-à-dire que moi, je suis là la 4e génération de diaspora du côté de ma mère. Du coup, ma mère, elle a grandi, et elle a fait toutes ses études, elle était en France. Donc j'avais pas forcément de lien vu que je vivais avec elle. Mes parents sont séparés assez quand j'étais jeune. Donc j'étais pas de la diaspora qui allait les étés aux Comores. Je connaissais pas du tout les Comores. Donc en 2019, quand mon père qui vit là-bas m'invite à me rendre aux Comores, je découvre complètement. C'est-à-dire que 2019, j'ai 24-25 ans et c'est même la première fois que je prends l'avion pour sortir de l'Europe, parce que vu que je l'ai dit juste avant, j'ai mon bac assez tôt et j'ai mon BTS assez tôt. Quand on fait de l'alternance, on n'a pas de vacances, on travaille l'été. Et ensuite, je me marie, des enfants, donc j'ai pas eu l'occasion. Je dis assez souvent, j'ai pas de photo avec un tigre en Thaïlande. j'ai pas pu avoir tout cela parce que j'avais une trajectoire. Et du coup, je découvre. Première fois, je prends l'avion déjà pour quitter l'Europe. Je l'avais pris mon sortie scolaire pour aller en Allemagne ou en Espagne. Donc là, je prends l'avion, j'atterris dans un pays et la première chose qui me choque déjà, c'est qu'il y a beaucoup de Noirs. Moi, je suis habitué à les compter, moi, à Marseille. Ah, il a le chapeau, il a le bus, il a le taxi. J'ai cette habitude-là parce que moi, on m'a fait comprendre que je faisais partie de la diversité. Donc, qui dit diversité, c'est qu'il y en a pas beaucoup. Et quand j'arrive et tout le monde est noir, je dis, il y a peut-être un problème. Mon schéma psychologique, il y a un bug. Dans ce qu'on m'a appris, il y a un bug. Et je reçois la chaleur des gens. Dire que j'arrive, on m'accueille limite comme un roi alors que je les connais pas. Mon cousin, ma cousine, mon neveu et tout, mais je vous connais pas, mais ils me donnent tellement d'amour. Et quand j'arrive dans le pays, je vois que il y a un climat assez apaisant. Et j'y vais, la première fois que j'y vais, je reste 7 jours. 7 jours. Et quand je pars, j'ai le cœur meurtri, je veux pas quitter le pays. Et je rentre chez moi et je dis à ma femme, je suis allé dans un endroit magnifique, tout est beau. Pour rappel, les Comores, c'est un archipel de 4 îles. Et ce sont des îles qui sont magnifiques. On a un climat qui est austral et avec le climat de l'Afrique de l'Est, on est un peu au carrefour de climat. Donc il y a un climat austral, donc il fait chaud, pas trop chaud. Il y a une brise de mer avec un petit vent. Les plages sont magnifiques. Non, c'est je ne mentirais pas si je dis que ça a des airs paradisiaques. Et donc je vais aux Comores, je reviens et j'ai ce truc qui me dit retourne aux Comores. Et j'y retourne pour un petit mois. J'y retourne pendant le Ramadan. Et là, j'ai matriculé ma société parce que je veux faire quelque chose. Je sais pas quoi. Je veux faire quelque chose parce que je remarque qu'il manque beaucoup de choses. C'est-à-dire que dès que je passe, je dis mais ça on peut faire ça on peut faire cela, etc. J'ai un peu des étoiles dans les yeux. Je me mets à rêver quand je suis là-bas. Et quand je rentre, je me dis faut que je fasse quelque chose. Faut que je commence à faire quelque chose. Il y a plein de problématiques. Et moi, chaque problématique, j'y vois un business.
comme je l'ai fait à Marseille. Donc je me suis dit allez, il faut faire quelque chose. Là, ça fait 2 ans que je suis aux Comores. Donc, quand j'ai pris le pas pour aller là-bas, j'ai eu cette opportunité de travailler, d'être accrédité. Je dirais que la vie là-bas, elle est différente de la France, et il faut pouvoir s'intégrer. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà mes codes, et naturellement, j'ai découvert que j'avais un peu un esprit de colonisateur. C'est-à-dire que moi, je me sentais vraiment le plus fort, le plus intelligent. Un complexe un peu. J'allais, j'allais chez des petits Africains, donc c'est moi qui connais tout. Et en fait, je me prends plusieurs baffes intellectuelles. Je redescends un peu et je suis choqué de moi-même qu'en fait c'était naturel en fait. Je me rappelle que parce que pour aller aux Comores, on passe par Addis, on est une ligne, on passe par Addis Abeba qui est en Éthiopie. Je me rappelle que là-bas, une hôtesse vient me parler en anglais avec un accent, avec l'accent éthiopien, et je lui demande de parler français. Parce que pour moi, c'est pas normal qu'elle parle anglais. Et moi, j'avais appris, on a tous appris l'anglais à l'école, mais j'avais jamais exercé, ça m'intéressait pas. Nous, c'est le français, tu parles français. Et ça, c'était le premier choc. Et j'arrive là-bas, ce qui me choque aussi, c'est les policiers. C'est pas les mêmes. Moi, je commence un peu à conduire. Et je me fais contrôler, je donne mes papiers, je discute pas avec lui. Et lui, quand il me parle bonjour, ça va, je le vois un peu comme si un peu d'arrogance, un peu comme ici malheureusement où on a des policiers quand ils nous contrôlent, voilà, ils posent des questions, ou ils ne posent pas de questions, ils prennent les papiers. J'ai cette habitude-là. Pour moi, tous les policiers, c'est pareil, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs. Donc je discute pas avec lui, je donne ses papiers. Et lui, il est outré que je lui réponde pas. Il me demande ça va, je lui prends mes papiers, et fais ton travail. Et ce qui est bien, c'est qu'au Comores, on a à taille humaine. C'est-à-dire que ce policier-là, il arrive à faire remonter l'information à mon père. Qui vient me voir, il commence à pas me briefer. Ici, t'es pas en France, je peux te faire contrôler, y a pas de souci, tu peux discuter avec lui. Tout le monde se connaît un peu. Tout le monde se connaît. On se connaît tous, on a tous des liens avec X ou un tel. Donc l'information circule. Quelque chose qui me choque aussi, les policiers sont pas armés. Ils font des contrôles, ils lèvent la main, ils mettent sur le côté droit, tout le monde s'arrête. Alors que en France, voilà, tu peux avoir un délit de fuite, etc. Ça n'existe pas. Il y a une autorité. Oui, il y a une autorité il y a un respect en fait qui est naturel. Et je le retrouve. Moi qui vis en France et qui avait l'habitude, voilà, de voir que on peut se battre avec un policier, il y a ci, il y a ça. Là, je me retrouve avec un respect. On parle pas. Les anciens quand ils parlent, on leur répond pas. On se tait. Je me rappelle avoir croisé dans la rue un enfant qui avait dit une bêtise à un adulte. L'adulte, il le gronde. Le père, il sort du magasin et gronde aussi le petit. Ah, c'est la mentalité africaine, quoi. Il y a des cultures et tout qui se retrouvent. Le fait qu'on débarque chez toi. Tu vois, moi, j'étais outré. Tu frappes pas, tu pousses la porte. Moi, je rentre, je ferme la clé de base. Il me dit non, ferme pas la clé. Peut-être qu'il y a un tel, il va passer. Il passe, c'est la maison. Tout le monde discute. Dès qu'il y a un problème, on s'assoit. J'ai vraiment découvert une vraie culture, j'ai envie de dire, et un vrai état d'esprit africain que je connaissais pas du tout. Et ça m'a plu en fait. Ce mode de fonctionnement-là, il m'a plu parce que moi, vu que j'avais un peu évolué au niveau classe sociale, et j'étais dans la classe moyenne, et malheureusement, on n'a pas beaucoup de frères dans la classe moyenne. Donc moi, les médecins, les machins, etc., mes voisins que j'avais, on n'échangeait pas forcément. On se croise dans l'ascenseur, si on se disait bonjour, c'était bien. Mais voilà, chacun il tourne ses yeux, il regarde son téléphone. Il n'y a pas de discussion. J'ai pu vivre dans des appartements pendant 3-4 ans. Je connaissais pas le nom de mon voisin parce qu'il n'y a pas d'échange. On s'en fout, chacun fait sa vie. Et quand j'arrive et tout le monde veut parler avec moi et tout le monde ça les intéresse, etc. Je me dis waouh, peut-être que je suis en train de louper un truc. Et voilà. Donc pour répondre à ta question, les Comores c'est un pays qui est magnifique. Je te dis pas parce que non, mais je viens pas. Je suis d'ascendance, mais c'est un pays magnifique, il fait bon vivre. Bien évidemment, il y a des réalités. Voilà, c'est pas le monde des bisounours, mais on y vit de façon simple. Et surtout, on a un lien qui est très fort, qui fait que on s'aide, on s'entraide. Bien évidemment, il y a des brebis galeuses. Bien évidemment, tout le monde n'est pas content que je sois là. Bien évidemment, qu'on m'a mis des bâtons dans les roues, etc. Mais dans la grande majorité, je suis bien en Comores. Et chaque fois que je viens en France, ça me manque. Un peu l'atmosphère que j'ai, le fait que il y a des petites choses où je perds plus de temps avec, par exemple tout ce qui est tâches ménagères, etc., cuisine, sécurité, conduire, etc. Ça donne des travails à des gens et ça facilite vraiment la vie familiale. Tu vois, normalement en France, il faut vraiment avoir un certain revenu pour avoir une cuisinière, pour avoir un chauffeur, etc. Alors Comores, non, un salaire convenable, tu peux avoir toute cette équipe-là qui, au-delà de l'opulence, te permet de te concentrer sur les vraies choses et les bonnes choses. C'est vrai. Donc ça te rend beaucoup plus productif. Il y a pas de courrier là-bas.
Donc tu te lèves pas le matin avec la boule au ventre quand tu vois Marianne en haut à gauche. T'as l'information, on te la transmet. T'es libre. Là-bas, t'as tout ce qui est abonnement électricité, eau. Tu payes pas, on te le coupe. Les personnes viennent voir, taper à la porte, t'as pas rechargé. Tu fais ce que tu veux, t'es libre. Tu veux l'électricité, tu payes. Tu veux l'eau, tu payes. T'en veux pas, tu payes pas. T'as cette liberté que j'avais oublié que c'était possible de l'avoir. Abonnement téléphonique, pareil. Tu te recharges. T'en as plus. Soit tu recharges pas. Il y a personne qui va taper y a pas ce stress. Impayé. Il y a pas ce stress qu'on retrouve. Et ça m'a manqué parce que moi, je suis à la recherche de la liberté. Je pense qu'on tous les deux, on fait partie d'une génération de diaspora. J'aime pas trop ce terme immigré. Moi, je pense pas qu'on est immigré. Je pense qu'on est invité. Je pense que nos arrière-grands-parents, quand ils sont venus faire la guerre, on leur a envoyé un joli document en leur demandant de faire la guerre. Donc, on peut pas dire qu'on est immigré. On a été invité. Après, on est resté là, etc. Pour la plupart de nos générations, on est nés ici. Nos parents sont nés ici. Donc, non, on est français totalement et on n'a pas besoin d'avoir des pins ou de chanter Vive la France pour être français. On la vit. Et je pense qu'on vit même le côté le plus obscur de la France, parce qu'on vit dans des quartiers vraiment. Je pense qu'il y a certains élus de la France, si je les ramène dans certains quartiers de Marseille, ils connaissent pas. Ils vont pas penser qu'ils sont à Marseille. Non, bien sûr. Donc non, mais il fait bon vivre. Et je voulais donner cette atmosphère à mes enfants. Je voulais vraiment, je pense que 50% je l'ai fait pour eux. Je voulais vraiment leur donner cette nouvelle façon de vivre, cette qui grandissent totalement différent de moi. Que ce soit l'atmosphère de quartier ou même l'atmosphère française, je voulais qu'ils soient fiers de ce qu'ils sont et qu'ils ne se sentent pas dans une diversité. Ouais, sans complexe, sans choses qui viennent te ramener à ta différence, sous-entendu. Et bon, les Comores, comme tu l'as dit, c'est plusieurs îles. Est-ce qu'il y a une disparité qu'on peut retrouver au niveau, par exemple, paupérisation, niveau de vie, que ça soit Moroni ou Fumbuni ou Matsamoudou, enfin, est-ce qu'il y a des différences ou c'est exactement la même chose, quelles que soient les îles? Alors non, il y a des différences. On a la Grande Comore, qui est la capitale, qui est l'île capitale, où c'est un peu la capitale économique, donc tout s'y retrouve. On a Anjouan, qui est une ville, enfin qui est une île, pardon, un peu moins économique, avec beaucoup de main d'œuvre, j'ai envie de dire, mais moins de schéma économique. Et eux, en fait, émigrent entre guillemets vers la Grande Comore pour pouvoir travailler, parce que vraiment la capitale économique est liée. Et on a Moélie, qui est un peu plus petite île, qui est un peu plus dans le tourisme, je dirais dans le tourisme responsable et naturel. D'ailleurs, l'île est classée au patrimoine de l'UNESCO, parce qu'il y a la faune, la flore qui est magnifique. Mais j'ai envie de dire, la capitale politique, la capitale économique est à Moroni. Donc c'est forcément la Grande Comore qui bouge un peu plus. Maintenant, donc qui dit capitale économique dit classe moyenne. Maintenant, les Anjouanais sont des bons commerçants. Maintenant, ils exercent plutôt, enfin de par l'histoire, ils sont des beaux commerçants. Mais voilà, ils immigrent aussi. Enfin, ils viennent en Grande Comore, voilà, pour pouvoir travailler. Ils sont aussi assez bons dans l'agriculture, de ce que j'avais pu entendre. Mais le niveau de vie, voilà, il est un peu différent parce qu'on est dans la capitale économique. Mais en soi, on a tous à peu près les mêmes réalités africaines. Donc si on s'éloigne un peu de la capitale, on a un peu moins d'eau, on a un peu moins d'électricité, un peu moins de routes, et ainsi de suite. Et plus on s'éloigne, et plus ça devient assez compliqué. Au Comore, c'est le Swahili, la langue officielle. Alors non, c'est le Shikomori. D'accord. Et ça, c'est le comorien. C'est le comorien, d'accord. Voilà. Tu m'apprends quelque chose. Je pensais que c'était le Swahili. En fait, le Swahili, il ressemble beaucoup au Shikomori. D'accord. Parce que nous, les premiers habitants des Comores, ce sont des Bantous. Oui. Donc la langue qui s'est créée autour du Swahili. Donc il y a des mots Swahili qu'on retrouve dans le Shikomori. Donc c'est des langues qui se ressemblent beaucoup. Quand on maîtrise le Shikomori, on peut parler Swahili, et vice versa. Quand les Tanzaniens viennent chez nous, ils sont pas dépaysés, mais c'est le Shikomori. Après, on a j'ai envie de dire des sous-dialectes par île, mais en majorité, voilà, le Shikomori, c'est la langue, c'est le comorien, et on parle beaucoup français. D'accord. Quelqu'un qui parle français qui va au Comores, il sera pas dépaysé. Il y a encore les traces de la colonisation. Clairement, tout est écrit en français. Voilà, il faut avoir un minimum de français pour être au Comores quand même. Donc c'est pour ça que l'adaptation est assez facile. Après, nous, ce qu'on nous reproche diaspora, c'est pourquoi vous parlez pas Shikomori. Malheureusement, je maîtrise pas, je parle pas encore, parce qu'on m'a pas appris, parce que j'ai pas baigné dedans. Mais en parlant français, on se débrouille assez bien au Comores. C'est vrai que c'est important de rappeler. Parce qu'on a souvent tendance à croire que les Comoriens, généralement, c'est
un brassage de, bon, on sait que c'est beaucoup de cultures, mais à mon sens, on fait rarement référence aux origines bantoues des Comoriens. Et la preuve en est, c'est que bon, même si le swahili n'est pas la langue officielle, c'est quand même une langue qui est présente là-bas, qui est parlée là-bas. Et donc, c'est un facteur qui démontre que, effectivement, il y a ces origines africaines bantoues qu'on retrouve au Congo, en Afrique centrale et dans toute l'Afrique, hein, parce que les bantous sont répartis un peu partout sur le continent. Et ça, c'est quand même, enfin, selon moi, de mon angle sénégalais, j'ai quand même été assez surpris d'apprendre vraiment que les bantous avaient laissé une trace jusqu'au sud de l'Afrique de l'Est. Et c'est bien de le préciser. J'aimerais qu'on aborde la différence qu'il y a entre les Comoriens et Mayotte. Parce que, à la base, d'après ce que j'ai compris, Mayotte, ça fait quand même partie des Comores. Mais il y a eu une séparation, il y a eu, au niveau politique, différentes trajectoires que les îles ont pris. Quel est ton regard par rapport à ça? Peux-tu nous expliquer dans quel contexte s'est fait cette rupture et quelle ambiance il y a? Bon, enfin, d'après ce que je comprends, Mayotte est beaucoup axé sur le côté français, contrairement aux Comores, aux îles que tu as citées précédemment. D'où ça vient cette disparité dans la perception? Alors, on a deux histoires, d'accord? On a l'histoire comorienne qui dit que l'archipel des Comores, l'Union des Comores, est composée de 4 îles, dont une est sous occupation française. Donc les 4 îles Ngazidja, Nzouani et Moélie. Mayotte fait partie de cet archipel, mais elle est sous occupation française. C'est un département français. L'autre histoire française dit que lorsque l'indépendance a été prônée, parce que l'indépendance des Comores est assez spéciale, parce qu'elle a été faite de façon unilatérale. D'accord. On est parti négocier, les Comoriens sont partis négocier l'indépendance. Ça n'a pas été entendu. Lorsqu'ils sont rentrés au pays, ils l'ont déclaré de façon unilatérale, sans aucun avis, et ça a été tranché. Un référendum a été fait à Mayotte, et ce référendum, d'après la partie française, le oui, nous voulons rester français, était prédominant. Du coup, c'est pour cela que la France est toujours à Mayotte, parce que les Mahorais ont décidé de rester français. De l'autre côté, du côté Comores, les Comores disent, nous, on a fait le référendum est nul et non avenu, puisque le référendum qui a été fait pour l'indépendance, on peut pas prendre l'avis d'une seule île. C'était les 4 îles. Donc au moment où les 3 îles sont indépendantes, la 4e l'est également. Et puis ça fait un peu comme nos frères Hutu et Tutsi. Il y a une animosité qui se crée, et l'autre se dit moi je suis comorien, moi je suis mahorais, etc. Je vais pas dire que c'est dans une grosse majorité, parce que il y a des Mahorais comoriens qui se sentent africains déjà et comoriens, parlent la même langue, on se comprend, on a les mêmes traditions, la même culture. Donc à bien des égards, voilà, on est des frères, on est des cousins, on est parents avec Mayotte. Donc voilà, ces deux histoires-là, les Nations Unies ont tranché. Les Nations Unies qui sont le système des Nations Unies 21 fois a confirmé que Mayotte appartenait aux Comores. C'était une décision qui a été prise 20 fois, 21 fois. Bon, aujourd'hui, Mayotte est toujours un département français, et les Comores continuent à dire que Mayotte est comorienne et appartient aux Comores. Ce qui a, je dirais, qui a fait tourner l'histoire dans une morbidité, j'ai envie de dire, c'est un visa. On a mis un visa en place pour aller des 3 îles des Comores vers l'île Mayotte, de Mayotte, et vu qu'il y a un visa, on peut plus, les Comoriens ne peuvent pas circuler dans l'archipel. Donc on a des petits bateaux de fortune qui sont pris. La mer, c'est l'océan Indien, c'est assez agité. On a eu plus de 10 000 morts en 10 ans, il me semble. Donc ça aussi, ça crée pas mal de tensions. Et voilà, on parle encore de l'histoire coloniale, parce qu'on nous dit beaucoup d'oublier, c'est le passé, etc. Mais ce sont des vestiges. Le fait que un pays dise ça fait partie de notre ensemble. Les Nations Unies le disent oui, vous êtes encore là, et eux disent non, mais vous nous avez dit que c'était à nous, du coup c'est à nous. Encore ces termes de posséder, d'avoir, etc.,
qui renvoie à cette terrible époque. Et voilà, aujourd'hui, on a un président qui confirme, le président comorien, qui dit que, et qui n'hésite pas à le dire au président Macron, et on a notre président français qui dit, bah non, c'est toujours un département, et les discussions en sont encore là. Mais ce qui est étrange dans cette situation, c'est le fait que là, d'après ce que je comprends, lorsque j'analyse un peu la situation, ce sont les populations qui se revendiquent françaises et qui veulent, qui revendiquent leur appartenance, leur souhait à rester rattachés entre guillemets à la France, alors que dans d'autres pays, si on doit faire le parallèle de certains pays africains, ce sont les pays qui désirent, enfin les populations qui désirent être indépendants, alors que là, c'est les populations qui désirent rester français. Comment t'expliques ce schéma de pensée? Je dirais que on a toujours l'Africain a toujours eu un idéal entre guillemets, qui était d'aller en Occident, parce que là-bas il y avait de l'or sous les dalles de béton. Je pense qu'il y a une génération qui a pu confirmer que non, il y en a plus. On est arrivé trop tard. Mais voilà, dans l'imaginaire, on le voit aux Comores, on le voit dans d'autres pays africains, que le visa c'est le Graal de la vie. Venir en France c'est le Graal de la vie. Quand moi et toi on a grandi en France, dans certains endroits, on sait que la réalité française, elle est beaucoup plus compliquée que les cartes postales. Oui, exactement. Donc, et moi, je me rends compte maintenant que je vis aux Comores. Bien évidemment, quand je vais aux Comores, j'y vais sous un statut qui est assez spécial. Je suis un expatrié, je gagne pas le même argent, etc. Peut-être que moi, si j'étais né aux Comores, j'aurais envie de découvrir quelque chose, découvrir la France. On a toujours déjà cette idylle qui est une pensée qui traverse les générations. C'est important d'y réfléchir de façon psychologique. Quand on a les arrière-grands-parents, les grands-parents, les pères et les fils qui disent quand tu as tes études, tu vas en France, à un moment donné, c'est ancré. Ouais. Donc, peu importe ce que tu veux y penser, c'est ancré. Donc, quand tu as cette réalité et tu as un pays qui est qui est département français, tu lui dis, bah non, retourne en Afrique, bah tout de suite, il va dire, non, je veux rester français. Moi, j'ai obtenu ce que vous cherchez. D'ailleurs, on le voit là par rapport à l'immigration qui se passe à Mayotte. On a des pays dont on ne pensait pas que ils allaient passer à Mayotte. On a des Congolais qui viennent, des Burundais qui passent par Mayotte pour avoir le système français, qui ont compris que mais il y a une île juste à côté, elle est française. Donc il y a beaucoup de psychologie. On parle un peu de néocolonialisme puisque on est toujours de cette envie de il y a eu le colonialisme on nous a rien demandé, la colonisation, et le néocolonialisme qui fait que non en fait nous on veut quand même rester avec eux. Ok, avant ils étaient durs, maintenant ils sont gentils. Donc cette psychologie fait que voilà, on est une partie de la population mahoraise qui dit non, je veux rester là-bas. Je veux rester française. Après, quand on analyse les conditions de vie, les conditions sécuritaires aujourd'hui de Mayotte, comparées aux Comores, on voit que les Comores sont quand même assez avancés. On voit la problématique qu'il y a. C'est terrible qu'un département français n'ait pas d'eau, n'ait pas d'eau potable. Nous, aux Comores, on a de l'eau potable. Et on est quand même, on nous appelle petit pays. On a de l'eau potable, on a l'électricité, on a des soins. On se fait pendant le Covid, on a réussi à gérer. Donc on a une résilience de par notre histoire et de par voilà notre côté diaspora, compétences, etc. Notre devoir d'excellence, de bien faire, etc. Donc je sais pas si aujourd'hui on ferait le référendum si on aurait les mêmes réponses, mais si on regarde la qualité de vie mahoraise et la qualité de vie comorienne de façon dénuée d'émotions, de façon pragmatique, aujourd'hui mieux vaut vivre aux Comores que vivre à Mayotte. Et ça, en tant que Comorien résident, tu peux le certifier. Je le certifie. C'est pas juste de l'émotionnel. Non, là, on est sur du concret. On enlève le patriotisme, on enlève l'amour du peuple, du pays. Quand on voit qu'un département français, d'accord, moi, comme je le dis, on est français, donc je pense que être français, ça nous permet de pouvoir dire les choses sans craindre quoi que ce soit, parce qu'on est français, donc on n'a rien à prouver, etc. Quand on voit un département de notre pays qui n'arrive pas à donner de l'eau potable en 2023, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Voilà. Moi, j'ai vu des vidéos, ils ouvraient l'eau, c'était de l'eau marron qui sortait, même pas un peu filtrée, c'est incroyable. Et nous, en 2023, aux Comores, eh ben, on a de l'eau. On a de l'eau, on peut payer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, je dis mesure gardée, mais je pense qu'on pourrait fournir de l'eau à Mayotte aujourd'hui. Je pense que on aurait les capacités s'il y avait, voilà, une possibilité. Mais non, aujourd'hui, même au niveau sécuritaire, aux Comores, aujourd'hui, une femme peut se balader à 3 heures du matin sans aucun problème. Aux Comores. Parce qu'on a le respect de la femme. Parce qu'on a une justice qui est efficace, pour de la délinquance. D'accord? Donc, on a une culture aussi qui n'est pas très délinquante. Donc, il n'y a pas de braquage aux Comores.
C'est ce qui m'a fait, ça m'avait fait rire une fois. J'étais à la banque et j'ai vu qu'ils ont sorti les billets de la banque dans un sac transparent et ils l'ont ramené dans la voiture qui était même pas blindée et ils l'ont ramené à la banque centrale. Mais parce qu'il n'y a pas de gars qui vont arriver cagoulés avec des armes et vont dire tout le monde à terre. Donc il y a une paisibilité, une paix qui fait que voilà, bien sûr on a des réalités, on a plein de problématiques au niveau des enfants, des attouchements, etc., viols interfamiliaux, mais en soi on a une sécurité. En soi même la femme est très protégée en France. Et quand j'entends qu'il y a des bandes rivales qui s'affrontent à Mayotte, que c'est compliqué d'aller à l'école, etc., je me dis waouh, dans un département français, il y a un décalage. Il y a un problème. Pour trouver ça dans les îles antillaises par exemple, qui sont aussi des départements d'outre-mer, et tu soulignais les problématiques liées à l'eau qu'on rencontre également dans les Antilles. Et effectivement, ce sont des territoires qui sont censés être français, reconnus comme français à part entière. Et pourtant, les problèmes que eux ils ont dans leur territoire, ça serait inconcevable de les retrouver, en France. Moi, je pense que ces territoires d'outre-mer, ils sont en dessous de nos quartiers les plus compliqués. Dire que moi, je sais qu'à Marseille, dans certains arrondissements, comme dans le 11e arrondissement, l'eau était contaminée. L'eau a rendu malade des gens. Je crois même qu'il y en a même qui sont décédés de cela, parce que ça a créé des cancers, etc. Donc, dans certaines régions, dans certains départements de France, l'eau est un problème. Et c'est pas le même problème qu'on a à Mayotte. Mais je veux dire, plus on descend, c'est-à-dire qu'on va dans les quartiers nord, qu'on redescend, qu'on arrive dans les dom-toms, et le problème, il se grossit quand on se rend compte que il peut avoir de l'eau qui est contaminée, mais on la donne quand même. Quand on se rend compte qu'il y a des endroits où il n'y a pas d'eau, ou des bouteilles d'eau, quand on regarde le coût de la vie à Mayotte, moi, je me pose toujours la question de façon naïve, comment on fait pour vivre à Mayotte? Quand je vois qu'un pack d'eau coûte 6 €, comment on fait pour vivre à Mayotte? Effectivement. Enfin, on va là-bas, il a 1 € je connais pas trop les prix, ça fait un petit moment que je suis parti, mais 6 €. Enfin, moi, je fais un calcul bête. 6 € les 6 bouteilles. Assez actif sur Twitter, je regarde les photos, etc. Ça double ou triple le prix et ça n'augmente pas les salaires. Donc, la première question, c'est comment ils vivent? Quand je vois des bidonvilles, ça fait mal, vraiment, on se pose des questions. Quels sont les avantages concrètement d'avoir ce statut français en étant sur Mayotte? Vraiment concrètement, quel est l'avantage? Pour te dire, je suis jamais allé à Mayotte. J'ai jamais eu l'opportunité d'aller à Mayotte. Mais moi, quand je l'analyse, je pense que c'est une idée, c'est l'idylle, c'est la peur de l'Afrique, c'est uniquement mental. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense que c'est beaucoup mental. Parce que quand on s'assoit 30 secondes et qu'on regarde, on se dit, peut-être que, parce qu'on a des départements d'outre-mer comme la Guadeloupe, la Martinique qui disent, nous, on voudrait être indépendants. On fait notre drapeau, on veut être indépendant. Et de l'autre côté, on a des territoires qui sont nouvellement des départements, parce que Mayotte est un département depuis pas très longtemps, c'est 101e depuis, c'est le dernier d'ailleurs département français. Donc on a mis du temps à le reconnaître en tant que département, etc., du côté de la France. Donc quand on a des départements qui sont départements depuis X temps, et qui disent, nous, on veut notre indépendance, on a des nouveaux départements qui disent, nous, on veut rester là, je pense que le temps, il va faire qu'à un moment donné, les gens vont se poser les bonnes questions. Donc, là, c'est un territoire, d'outre-mer, et je vois pas là, actuellement, à part, voilà, tout ce qui est sécu, etc., et encore, parce que quand on est immigré, je crois que la loi, c'est un peu plus durcie. Donc la prise de soins, etc., est très compliquée. Il y a des expulsions. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de délinquance. C'est parce que quand on attrape des Comoriens qui vont à Mayotte, on expulse les parents et on garde les enfants. Donc les enfants se retrouvent sans personne. Donc ça fait un peu des chégués des Congos, des enfants qui traînent. Donc banditisme, délinquance, etc., violence. Et quand je vois que c'est compliqué de circuler à Mayotte à certaines heures, je me dis ok, et je me rends compte qu'à Mayotte, aux Comores, je peux marcher tranquillement. Sans aucune problématique. Bien évidemment, il y a des incivilités, il y a des problèmes, bien évidemment. Mais dans la grande majorité, on a l'aspect sécuritaire quand même aux Comores. Aux Comores, il y a de la délinquance, bien évidemment, comme n'importe quel pays, mais mesure gardée. C'est-à-dire que l'État a le contrôle. Il n'y a pas de bandes rivales qui disent vous rentrez pas ici, vous rentrez pas là. Non, tu vas pas dire à un gendarme comorien ce village-là, tu rentres pas. Non. Ça n'existe pas, ça. Donc l'État a encore le contrôle, la gendarmerie, l'armée. En plus, on a une armée spéciale, on a une AND qui est l'armée nationale de développement. Donc, tu peux voir des gens en treillis qui aident pour faire la route, qui débroussaillent, etc. Parce que je dirais pas qu'elle a pas d'utilité, mais voilà, nos agents municipaux, ils ont pas d'armes. Les personnes qui sont armées se sont dégradées et ils arrivent à mettre. Moi, mon esprit français, quand il voit
un policier qui lève la main et qui le met à droite et tout le monde s'arrête, je me dis pourquoi vous continuez pas? Enfin, tu vois, de façon un peu rebelle, je me dis mais il y a pas de délit de fuite, c'est aberrant. Ah non, parce que tu fais un délit de fuite, on a ta plaque, on appelle, et au final on va appeler ta maman, tu dire il a fait quoi ton fils? Donc avec toute cette pensée là et le fait de cette culture qui est prédominante, qui est importante, eh ben les gens réfléchissent à ce qu'ils font. Tout le monde ne fait pas n'importe quoi au Comores, et je pense que ça permet d'avoir cette sécurité là. Intéressant. Non, c'est très intéressant d'avoir cet angle de vue d'une personne qui est sur place, qui peut nous dire les choses parce qu'il les vit également, pas juste parce que il a des origines ou il a entendu parler comme tu dis. J'aimerais qu'on aborde désormais le volet un peu plus diplomate. Bon, moi j'ai un peu passé au crible tes activités en tant que diplomate, et je vois effectivement tu as été beaucoup sollicité dans différents médias pour expliquer un peu tes missions en tant qu'ambassadeur, référent, résident, enfin voilà. Il y a beaucoup de choses qui reviennent. Bon, moi, je suis pas un média, on va dire formel. J'ai besoin vraiment de poser des questions directes. Et qui est-ce qui dirige ça? Qui est-ce qui finance ça? Est-ce qu'il y a un projet derrière, au-delà de ce qu'on voit de manière apparente? Peux-tu nous expliquer un peu quelle est ta mission vraiment en tant qu'ambassadeur? Qu'est-ce que tu fais de manière concrète? Et comment ça s'articule au quotidien dans tes fonctions? Alors, merci déjà, ta question est franche, et je tiens à être également sur la même fréquence de franchise et de transparence. Alors moi, je représente l'ACEI. L'ACEI, c'est l'Agence africaine de coopération économique internationale. C'est une ONG. Si on se rend compte, il y a pas si longtemps que ça, on parlait beaucoup des ONG occidentales qui influençaient le continent africain de la mauvaise manière, j'ai envie de dire. Quand on s'amène à se poser ces questions-là, on se rend compte que les ONG qui ont un statut depuis assez longtemps ont du pouvoir et ont du lobbying. Elles peuvent agir et elles sont entrées dans ce qu'on appelle une diplomatie parallèle. Pour rappel, la diplomatie, c'est la relation entre États. D'accord? Maintenant, quand les Nations Unies ont été créées, les Nations Unies sont une organisation internationale. Pourquoi? Parce qu'ils ont signé des traités avec des pays. C'est pour ça qu'on voit que tous les pays du monde, enfin la majeure partie des pays du monde, sont aux Nations Unies, sont représentés aux Nations Unies, parce qu'il y a des traités qui y sont faits. Les Nations Unies, c'est une organisation internationale. Du fait de ses relations diplomatiques, elle bénéficie de plein de privilèges, que ce soit immunité, etc. Par exemple, à New York, le bâtiment des Nations Unies n'est pas à New York. La police américaine ne peut pas rentrer dans ces locaux-là. D'accord? À travers la Convention de Vienne de 61 et 62 et 63, il y a une protection pour la diplomatie, donc les diplomates, les agents diplomatiques. Le temps se fait, avance, et au final, ce ne sont plus que les États qui bénéficient de cela. Il y a des ONG qui signent ces mêmes traités avec des gouvernements et qui en bénéficient. Et ils rentrent dans une diplomatie, je dirais, qu'on appelle parallèle. Par exemple, les Nations Unies, ils ont des représentants, des ambassadeurs dans des pays qu'on n'appelle pas ambassadeurs. Parce qu'un ambassadeur, il provient d'un pays. Donc, un ambassadeur des Comores qui est au Sénégal, c'est un ambassadeur parce qu'il représente l'État des Comores au Sénégal. Quand on représente un des organes des Nations Unies comme le PNUD, eh bien, et qu'on est dans un pays, on nous appelle pas ambassadeur, on nous appelle soit coordinateur résident, soit représentant résident. Et ça, ce sont les organisations internationales qui le faisaient depuis un certain moment. À un moment donné, les ONG ont commencé à le faire, à signer ces accords parce qu'elles étaient influentes, très bien financées, et qu'elles arrivaient quand même à faire bouger les choses. Partie de ce constat-là, la CEI est née pour pouvoir avoir ces mêmes privilèges et ce même pouvoir-là, mais au bénéfice de l'Afrique. Parce que quand quelqu'un utilise un outil de la mauvaise manière, ça montre que déjà cet outil, il est intéressant, il est puissant, donc il faut l'utiliser juste de la bonne manière, mais ça reste un outil. Donc on a cette diplomatie parallèle qui fait que moi je deviens représentant résident aux Comores en représentant la CEI. Notre objectif c'est quoi? C'est d'influer, c'est de faire bouger les choses, c'est d'apporter une nouvelle façon de penser qu'on a l'habitude d'avoir. Et comment on le fait? On se rend compte que nos États, ils s'endettent. Les États, pour financer des projets, ils s'endettent. Alors que aujourd'hui, ça peut paraître ça peut paraître un peu fou avec le monde dans lequel on vit. Il y a de l'argent partout. On a des nouveaux millionnaires, de nouveaux milliardaires tous les jours. Et comment se fait-il que des États africains, quand ils veulent de l'argent, ils s'endettent? Et du coup, qui paye la dette, c'est la population, parce que les prix augmentent, etc. Nous, partis de ce constat-là, on dit, s'il y a de l'argent partout,
Sauf en Afrique, c'est peut-être qu'il manque quelque chose. Il manque un pont. Il manque quelqu'un qui ira prendre cet argent-là des privés, qui deviennent de plus en plus puissants. Aujourd'hui, quand on parle de certains milliardaires, on dit qu'ils ont l'équivalent du PIB de certains pays. Donc on voit vraiment que la partie privée est devenue extrêmement puissante de par l'argent et le monde capitaliste dans lequel nous vivons. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que les gouvernements africains ont des plans. Ces plans-là, ont amené à créer des projets. Ces projets-là sont bancables. Bancables, ça veut dire qu'ils sont finançables. Ça veut dire on veut un port, on a estimé le port coûte 220 millions d'euros. Et nous, la logique de certains gouvernements, c'est on va aller voir des grandes instances, on va leur dire prêtez-nous ça, prêtez-nous 220 millions et on vous rendra 300 millions dans 10 ans. C'est de la dette, c'est de l'endettement et du surendettement. Et nous, on leur dit mais construire un port, c'est du business. Mais qui ne veut pas faire du business aujourd'hui? Peut-être que vous ne savez pas qui peut faire du business. Nous, on le sait. On a un réseau assez important pour le savoir. Donc nous, quand on signe l'accord de siège auprès des gouvernements, du coup, nous installons, on crée une représentation dans ce pays-là. On nomme un représentant résident. Son travail, c'est d'accompagner ces projets-là. Maintenant, quand on a de l'argent, il ne faut pas que de l'argent. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne font rien. Il faut la partie technique. Donc nous, on prend les projets de ces gouvernements-là et on va les vendre, en réalité, toute proportion gardée, à des partenaires qui vont pouvoir les financer et les mettre en œuvre pour qu'on parte sur un partenariat public-privé. On parle beaucoup en ce moment de partenariat gagnant-gagnant. Mais qu'est-ce qu'un partenariat gagnant-gagnant? Si j'emprunte 100 euros et tu me demandes de rembourser 200 euros, il n'y a pas de partenariat gagnant-gagnant. Mais si je te dis, écoute, moi, toi, tu veux faire un restaurant, moi, j'ai une plage. Je te laisse la plage, tu fais ton restaurant et tu me donnes tant. On est dans un partenariat gagnant-gagnant. Toi, tu vends ton produit et moi, j'ai loué ma plage. Donc, nous, on est plutôt dans cette logique-là, de donner ce que nous avons, de prendre ce dont nous avons besoin, dans une démarche de, je dirais pas d'égalité, mais d'équité. J'ai ce que je veux, t'as ce que tu veux, on est content, tu gagnes, je gagne, partenariat gagnant-gagnant. Et nous, on intervient dans ce cadre-là, en mobilisant des partenaires techniques et financiers pour accompagner ces projets. Et quand on se rend compte du premier partenaire technique et financier de l'Afrique dans sa globalité, c'est la diaspora. C'est moi et toi qui envoyons tous les mois des westerns et des MoneyGram. C'est moi et toi qui allons là-bas et qui dépensons. C'est moi et toi qui avons une promotion de nos pays alors qu'on n'est même pas payé. Enfin, si tous nos influenceurs qui mettent le drapeau de leur pays d'ascendance sur Instagram, etc., ils étaient en lien avec l'Office du tourisme qui était payé, on le saurait, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que du rejet des uns crée l'amour des autres. Le fait que nous on était en France et qu'on nous a dit intègre-toi, toi tu viens d'où, etc. Moi je me rappelle qu'à un moment donné dans ma vie, lorsque j'étais un peu plus jeune, quand on me disait tu viens d'où, je donnais le nom de mon quartier. Il m'était pas venu à l'esprit que je venais d'ailleurs. Je suis né là. J'ai grandi avec Maxime, on est né dans le même hôpital, on a grandi, on était à l'école, etc. Et un jour je vais dans le marché, on me dit ok, tu vis là-bas, mais tu viens d'où toi? Je sais pas, je viens d'où. Enfin, je viens d'ici moi. Je connais tout comme toi, je connais le système. Et en fait, ça fait que la diaspora, moi je pense et je trouve qu'on a un patriotisme qui est né. C'est un peu comme l'islam. Les musulmans, on dit souvent que les musulmans de France sont un peu plus, je dirais, fermes dans leur religion que les musulmans dans leur pays. Mais quand c'est banalisé et c'est de façon naturelle, c'est un peu comme un reconverti. Quand il se convertit à l'islam, il est assidu parce qu'il a découvert quelque chose. Alors que certains qui sont nés, qui ont grandi, ils sont un peu plus parce que tu connais. Ça fait partie. Voilà, tu connais, c'est l'humain qui est comme ça. Donc nous, on a cette fermeté. Moi, j'étais persuadé à l'époque que je faisais partie de la communauté noire. Non, en fait, que j'étais un immigré. Moi, je parlais beaucoup d'immigration, etc. Non, j'ai compris qui j'étais. En allant aux Comores, j'ai compris que j'étais de la diaspora comorienne, que je suis pas arrivé en France par hasard. On a demandé à mon arrière-grand-père de venir faire la guerre. Et en plus, ma grand-mère est née, ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai ma grand-mère qui est née à l'époque à Madagascar, quand Madagascar était français. Donc, c'est normal qu'elle soit française. Et quand on se connaît, on a plus cette forme de « Ah, merci la France ». Non, de complexe. De complexe, etc. On se connaît, on sait pourquoi on est là, on sait qu'est-ce qu'on a fait. Et parti de ce principe-là, je me suis dit, un investisseur, qu'est-ce qu'il faut d'abord? Pour l'alpaguer, il faut le séduire. Donc, quand on a un investisseur qui envoie de l'argent, toutes les nations africaines, ils ont des personnes de la diaspora à l'extérieur qui envoient de l'argent et qui contribuent. Quand on a déjà un amour, une culture qui fait qu'on est très lié, ce qu'il faut, c'est juste rediriger l'argent qui est utilisé pour la consommation dans l'investissement. Donc nous, ce qu'on dit, enfin moi, à travers mon mandat aux Comores, ce que je dis, c'est qu'on se focalise sur la diaspora comorienne, qu'elle puisse pouvoir investir l'argent qu'elle envoie déjà, ces 173 millions qu'on parle de l'année dernière qu'elle a pu envoyer, même en période de Covid,
et ben qu'elle puisse en faire de l'investissement, même 10%, qu'elle puisse en faire de l'investissement, qui permettent à cet État de s'appuyer, un peu comme l'exemple du Cap-Vert. Le Cap-Vert s'est relevé et a émergé sur la scène internationale grâce à sa diaspora, qui s'est concentrée pour faire évoluer son pays. Donc voilà, le travail de l'ACU, c'est de mobiliser, aller chercher des acheteurs, on va dire, et de regarder les produits de vente, de les améliorer s'il faut, et de faire le lien. Voilà. D'accord. Et pour faire, quand on a un gouvernement à droite et qu'on a des privés de plus en plus puissants, on peut pas négocier de façon uniquement privée. On doit avoir des sécurités et qui fait qu'on n'est pas tiré de part et d'autre. Donc nous signons des accords de siège, ces traités internationaux qui nous prévoient d'être protégés, de pouvoir faire ça en toute quiétude et de ne pas être inquiété, de ne pas avoir donné ce qu'on ne devait pas donner d'une part et d'autre. D'accord. Donc pour synthétiser, si je comprends bien, vous êtes une organisation indépendante. Tout à fait. En parallèle d'un État quelconque. Tout à fait. Notre particularité qui est intéressante, c'est qu'on est une organisation internationale, on travaille dans plusieurs pays, non gouvernementale. Mais nous nous accréditons auprès du gouvernement. Donc, nous sommes indépendants et nous appuyons et nous apportons assistance au gouvernement sans en faire partie et sans être financé par eux. Puisque c'est nous qui ramenons nos partenaires financiers, on n'est pas financé par eux. Ce qu'on leur demande, à contrario, c'est d'avoir protection, d'avoir certains privilèges qui nous permettent de bien travailler, la libre circulation, visa de courtoisie, etc., etc., etc. Et nous sommes financés à 99,99% par des sociétés de la diaspora. D'accord. On leur dit, écoutez, vous voyez le projet, voilà ce qu'on fait. Bah, il faut de l'argent. C'est bien de soutenir Force, c'est bien de mettre des commentaires, des likes, mais il nous faut de l'argent pour payer les salaires, pour payer les déplacements, pour payer le bâtiment, pour faire tout cela et pour continuer à travailler. Il nous faut de l'argent. Vous avez des sociétés qui tournent, prenez un pourcentage de l'argent qui va nous permettre d'aller créer du business, parce que d'aller voir des pays qui ont des projets et de vous proposer à aller là-bas et de faire de l'investissement. Donc, investissez sur nous pour nous permettre d'être indépendants, de pas privilégier d'autres par rapport à vous et de pouvoir fonctionner. Et pas mal d'entreprises de la diaspora, dans sa globalité, ont compris et nous financent. Et ils trouvent vraiment leur intérêt de vous financer. Clairement, ils ont un outil diplomatique à leur disposition qui leur permet de défendre certaines fois leurs intérêts quand ils sont biaisés et surtout de pouvoir avoir des opportunités, puisque vu qu'on travaille avec ces gouvernements, qu'on est dans ces pays-là et qu'on a toutes les opportunités, et eux, ils font partie de notre plus proche réseau, et bien c'est eux qu'on va voir. Si on a une société, voilà, de bâtiments qui nous a proposé, qui nous a appuyé, et que demain on a un projet de bâtiment, on va appeler plusieurs sociétés, mais on les oubliera pas. On les appellera, on leur dira. C'est un échange de bons procédés en toute transparence. Bien évidemment, toutes les grandes sociétés font des dons. Ils attendent je dirais pas un retour, mais il y a quelque chose. Ils le font. Enfin, tout le monde a des intérêts. Oui, bien sûr. Maintenant, nous, ce qu'on dit, c'est que l'intérêt il converge vers l'Afrique. Il faut que ça bénéficie à l'Afrique et pour l'Afrique. D'accord. Toi, ta mission, elle est axée principalement sur les investissements et le développement de l'activité aux Comores ou pour l'Afrique en général? Elle est pour l'Afrique en général. On est l'agence africaine de coopération. On n'est pas l'agence comorienne. Et en tant qu'agence africaine, on a décidé de poser nos bagages aux Comores parce qu'il y avait un vrai besoin et parce qu'il y a un vrai plan qui permettait de faire venir plus facilement des investisseurs. Si demain on va avoir un investisseur, on lui dit viens au Sénégal, il a 40 portes pour venir au Sénégal. Alors qu'aux Comores, les portes sont un peu moins nombreuses. Donc forcément, ce sera beaucoup plus attrayant. Donc au niveau stratégique, au niveau de la vision qu'a les Comores, pour nous, c'était intéressant d'avoir un pays où tout le monde n'y est pas, tout le monde n'a pas les mêmes portes, tout le monde n'y fait pas quelque chose, de pouvoir les présenter quelque chose de nouveau. Quand on va voir nos investisseurs, on leur parle des Comores, on doit d'abord leur montrer où sont les Comores. Ils en ont jamais entendu parler pour la plupart. Donc ça c'est bien parce qu'on leur propose un nouveau monde et ils ont envie d'y investir. Et maintenant on leur montre les possibilités d'investissement et la discussion elle est un peu plus, je dirais, elle est un peu plus inédite. Donc ça nous a facilité le travail d'être aux Comores. On sera au Côte d'Ivoire, on sera au Sénégal, même si on est en train de s'implanter dans ces autres pays, on est en train de signer des accords de siège dans ces autres pays-là. Mais voilà, on a porté une plus-value en étant aux Comores. Et voilà pourquoi on se focalise sur les Comores, mais on travaille pour pas mal d'autres pays. On les appuie. Maintenant, on n'a pas une présence tout le temps, toute l'année, comme moi je le suis aux Comores. On a plutôt ce qu'on appelle des experts consultants qui interviennent sur des dossiers.
Maintenant, moi, à la base, j'étais expert consultant. Et en travaillant avec les Comores, à un moment donné, la direction a dit, tu vas être représentant résident, on va te nommer là-bas parce que le travail, il y en a beaucoup. Donc, tu restes là-bas, il y a un plan, etc. Dans d'autres pays, il y a des experts consultants qui sont en phase de devenir des représentants résidents parce qu'il y a une vraie demande. Le gouvernement comprend ce qu'on fait, etc. Et c'est de là qu'on est en train de s'agrandir de plus en plus. D'accord. Pour schématiser un peu, si on doit par exemple parler vulgairement organigramme pour un peu situer les choses, moi là j'ai réussi à te placer par rapport à tout ce que tu m'as expliqué, qui est très clair, très limpide. J'aimerais qu'on puisse avoir une vision encore un peu plus large d'ensemble sur il y a effectivement les investisseurs qui sont indépendants, qui sont généralement, comme tu l'as dit, des chefs d'entreprise de la diaspora. Vous faites le pont entre les différents États, vous signez des accords de siège, et au-dessus il y a qui encore? Alors, les N+1, qui est-ce qui donne les directives? Au-dessus, il n'y a personne. Le conseil d'administration est géré par les futurs représentants résidents et les experts consultants. C'est-à-dire, ce sont ceux qui travaillent pour la CEI qui dirigent la CEI. D'accord. Tout simplement. On n'est pas coopté. On a été créé de façon privée, individuelle. On n'a pas été créé de par la volonté d'un État. Maintenant, on veut pouvoir dire que c'est pas parce qu'on n'est pas créé par un État qu'on peut pas aider un État ou un gouvernement, tout simplement. Mais on le voit de par mes positions, de par ma liberté d'échanger, de dire les choses, qu'on est piloté par personne. D'accord. Et peux-tu nous parler dans les recherches que j'ai faites, j'ai vu que tu appartenais à la maison ducale en tant qu'ambassadeur. Oui. Et peux-tu nous parler? J'ai pas très bien compris. Pour te dire, moi non plus, c'est une proposition qui m'avait été faite par un personnage que je ne connaissais pas. Je vais malheureusement pas pouvoir aller au bout de ce que je vais dire parce qu'il y a une enquête qui est en cours. D'accord. Pas mal de choses. Il y a des zones grises, on va dire. Donc on se serait servi de mon image, etc., pour me mettre dans certaines places. Mais ce que je pourrais dire, c'est que c'est pas assez transparent et j'ai pas de visibilité, si ce n'est. D'accord. Donc apparemment, c'est des choses que tu n'es pas au courant, c'est des usurpations d'identité. Voilà. Si on peut dire ça comme ça. Voilà, j'ai été au courant, mais il y a eu pas mal de monde se serait fait duper. Comme je parle au conditionnel parce que, comme je l'ai dit, il y a une enquête en cours et j'ai pas eu d'activité concrète là-bas, des nominations, etc. Il y a beaucoup de zones d'ombre, donc voilà. Il y a une mais toi, tu n'as aucun lien avec eux, apparemment, d'après. De façon directe, non. D'accord. Okay. Du tout. De façon indirecte, oui, il y a mon nom sur leur site. Ouais. De façon directe, non. Bah, c'est bien quand même qu'on puisse l'entendre de ta bouche, parce que si c'est ton image et tes fonctions qui sont cooptées sur leur site, ça brouille les pistes et ça permet là d'éclaircir la situation. Si toi tu me dis qu'au final il y a aucun lien. En fait, c'est une institution qui propose, qui discute, etc., qui dit faire beaucoup de choses, mais voilà, on est en 2023, quand on n'entend personne et qu'on voit personne, c'est bizarre. Maintenant, c'est que des statuts honorifiques, donc on dit reposer, est-ce que ça vous intéresserait? Oui, si tu veux, il n'y a pas de souci. Moi, comme je dis, plus je grandis, plus on avance, plus c'est intéressant pour les missions qu'on va faire. Puis lorsqu'on reçoit des mails, etc., et qu'on nous dit faites attention, même si ça paraît beau, non, en vrai, ce n'est pas ça, et qu'il y a une enquête qui est diligentée. Alors voilà, moi j'ai même pas pris le temps de dire enlevez-moi du site, etc. Je laisse cette justice là faire le travail. En tous les cas, ça ne m'impacte pas directement, dans le sens où c'est pas des gens qui me payent, c'est pas des gens qui me voilà, je mène pas d'émission, c'est un nom sur un site et ça s'arrête là. Ouais. Après, je pense que c'est quand même important de faire le nettoyage sur Internet, parce que par exemple moi qui a une vision panafricaine et qui a besoin vraiment de savoir où je mets les pieds, avec qui je collabore ou avec quelle personne je suis susceptible de faire des choses dans l'avenir. C'est important de savoir quand même s'il y a des choses pas très claires, d'avoir vraiment le détail des liens qu'il peut y avoir avec d'autres personnes. Et là, le fait d'avoir des mauvaises informations qui circulent, et c'est ton nom, c'est ton image qui est quand même utilisée. Après, ça peut être préjudiciable pour déjà la manière de te percevoir. Je me dis, quelqu'un qui est dans la politique comme toi,
et qui a des ambitions pour le continent, diplomatie. dans la diplomatie, excuse-moi, qui a des ambitions et qui fait des choses concrètes pour la diaspora et pour le continent, ça suscite forcément un regard, de l'engouement et des personnes qui sont motivées, qui veulent participer, qui veulent rejoindre tes rangs. Je pense que c'est quand même important qu'ils aient les bonnes informations sur toi et qu'il n'y ait pas des choses troubles, on va dire, qui viennent perturber un peu et qu'on puisse se dire ah bah ouais, mais au final peut-être que derrière il y a des gens qui sont pas forcément des intérêts bons pour le continent, voilà. Et vu qu'on est dans une ère où comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, hein, il y a pas de relation amicale, tout le monde cherche son intérêt. Donc on utilise un tel pour le mettre là parce que derrière on sait qu'on veut aller là-bas. Donc il faut que ça soit clair, il faut que ça soit précis. Et je pense que même si toi tu prêtes pas forcément tu vois pas forcément le danger immédiat, il faut quand même aussi voilà faire le travail pour nettoyer ce qui est à nettoyer en fait et ce qui se traîne sur internet. Et clairement après quand je dis j'y prête pas attention, c'est-à-dire que quand moi je reçois cette proposition, moi mon regard il est simple. Duc dit argent, dit apport de quelque chose, d'accord. Moi je travaille pour appuyer nos gouvernements et nos pays. Ça passe forcément par l'argent. Arrête de raconter des histoires, ça passe par le système économique. Si j'ai un Gus qui vient et qui me dit, moi j'ai un fonds pour l'Afrique de temps, que les conditions ne permettent d'avoir l'argent sans avoir d'autres, comment dirais-je, d'autres idées derrière, etc., qu'on ait des contrats qui sont établis, que ce soit de l'investissement, d'accord, que cet investissement qui puisse ne pas être un cadeau empoisonné. Moi, je suis pour dire, je prends. Parce que moi, je diversifie les partenariats. Personne ne me dira, tu travailles pas avec eux, je travaille pas avec eux, tu travailles pas avec eux. Si un pays de XY qui disent, moi, j'aimerais bien vous appuyer, je vous demande rien en retour, etc., ce que je veux, c'est ramener mes entrepreneurs de mon pays à faire du business chez toi, et les conditions que tu nous donnes, ça nous va. Allez, on y va. Maintenant, bien évidemment que, on va pas prendre des gens qui vont aller contre nos intérêts. Mais si à un moment donné, notre socle d'intérêt, même si nos croyances ne sont pas les mêmes, je vais te dire même à l'extrême, si on a entre guillemets un raciste, qui dit voilà, mais moi j'aimerais bien investir en Afrique. Et je me plie à tes règles. C'est-à-dire que j'ai 60% de mes salariés qui vont être comoriens. Je paye mes impôts, etc. Je n'aurai pas de mots étrangers, de mots bizarres, etc. Je vais pas vous insulter. Par contre, je ne t'aime toujours pas parce que t'es noir. Mais je lui serre la main, je dis allez, on fait un bif. Parce que on n'est pas là pour s'aimer. On est là pour faire du business. Donc quand moi j'ai cette proposition-là, moi je vois mes intérêts. Mes intérêts, c'est appuyer l'Afrique. Donc, ok, on le fait. Je vois que ça ne se fait pas. J'attends, je laisse pas de porte fermée parce que en tant que businessman, j'ai appris à ne jamais fermer des portes. Je laisse la porte ouverte. Maintenant, quand il y a des autorités qui disent attention, il faut fermer la porte, là je commence. Mais je le fais de façon à ne pas, comment dirais-je, à ne pas créer une émulsion bête. Parce que ça, on peut en faire un article qui va détourner l'attention du travail. Et on le fait. J'ai subi pas mal de diffamations depuis que j'occupe ce poste-là. Je suis devenu rapidement une personnalité publique. Et je me rends compte que les personnalités publiques, quand on peut taper dessus, on tape dessus. J'ai été diffamé de tous les angles, tu vois. Et Dieu merci, j'ai cette capacité déjà à avoir un terrier, c'est-à-dire avoir un cocon familial où je vais pas m'y réfugier, mais où j'ai pas besoin de plus. À titre d'exemple, j'avais de la diffamation sur les femmes. Beaucoup, voilà, de par mon visage, etc. On disait que bah, forcément lui, il devait avoir, voilà, c'était un Don Juan. Et quand les gens viennent me voir, des amis, des frères et tout, qui me disent mais ça te dérange pas? Je dis mais mon frère, quand je rentre chez moi, j'ai déjà ma femme. Mais bien sûr. Puis t'as rien à prouver. J'ai une personne à convaincre en fait de dire que c'est des bêtises. Mais si toute la terre ou tout le pays pense que je me réveille et je pense à 15 femmes, mais si ma femme elle le sait, j'ai pas besoin de plus. Si ma mère elle le sait, j'ai pas besoin de plus. J'ai pas tout le monde à convaincre. Tu vois, moi j'ai bien évidemment qu'il faut le regard des autres, il est important dans le sens où il faut avoir il faut pouvoir montrer patte blanche. Mais au moment où les bases sont faites, racontez ce que vous voulez. Moi, dans tous les cas, si j'éteins votre télé, j'éteins votre ordinateur. Moi, je sais où aller voir mes frères, je sais où sont mes parents, je sais où sont mes cousins, et je sais surtout où sont mes enfants, où est ma femme. Donc, j'arrive parce que c'est surtout cette nouvelle génération qui pense que sur Internet, etc., on peut tout faire. Moi, ce qui m'a fait mal dans cette diffamation entre guillemets, c'est qu'elle venait de mes frères. Elle venait de mes frères comoriens. Qui était censé m'appuyer. Exactement. Bien sûr. Mais c'est souvent comme ça, malheureusement. Malheureusement, quand on voit que Forbes m'appelle et qu'ils me disent ce que vous faites, c'est incroyable. On veut vous voir. BFM, pareil.
et qu'on a mes frères qui diffament, qui prennent, je me dis, moi, je m'attendais ça de BFM, j'attendais ça de Forbes et plein d'autres sites. Mais j'ai réussi à me détacher en me disant, bah, en tous les cas, il y a des ennemis partout. Bien sûr. Il y a des ennemis chez nous, il y a des ennemis en dehors. Et en réalité, c'est pas mes ennemis à moi, c'est des ennemis de l'Afrique, en réalité. Si tu veux plomber un acteur qui appuie l'Afrique, bah, c'est que t'es pas pour nous, t'es pas avec nous. Donc, et c'est pour ça que je dis que la diaspora, elle est patriotique. Parce que moi, quand on me fait tout ça, normalement, je prends mon passeport et je rentre en France. Moi, j'ai un business en France. J'ai mes sociétés qui tournent. Je les ai léguées à mes petits frères. Rien t'oblige de t'investir. Il y a rien qui m'oblige. Et c'est comme ça que je suis rentré. Quand je suis rentré dans la diplomatie, et qui est un peu de la géopolitique, internationale, j'ai compris qu'il fallait que je sois indépendant. Il fallait que je puisse dire, entre guillemets, merde à n'importe qui, et qu'ils me disent, ah ben, je te bloque ton salaire. Je dis, mais c'est pas grave, j'ai 4 sociétés qui tournent, et mon salaire, j'ai diversifié mes activités. Exactement. Avec notre histoire, moi, je considère qu'un Noir, il doit pouvoir être libre. Il doit pouvoir être libre de faire des bonnes actions, des mauvaises actions. Il doit pouvoir être libre qu'on arrête de lui dire ce qu'il doit faire. Un Noir, aujourd'hui, on doit pas pouvoir lui dire ce qu'il doit faire. Et pour ça, faut qu'il soit libre. Donc moi, j'arrive dans cette pensée comme ça. Quand je discute avec quelqu'un, j'ai pas peur que la CI me dise, bon, bah, demain, on te vire. Bah, vire-moi, je m'en fous. Entre guillemets, bien sûr. Tu vois, je t'attends pas pour mon pain, tu vois. Donc, et c'est pour ça que j'arrive à survivre, entre guillemets, à cette diffamation-là. C'est, déjà, je viens d'un milieu, on m'a dit non tout le temps. On vient d'un quartier. Moi, ce qui me faisait rire quand j'entendais certains de ma famille qui ont grandi dans d'autres conditions que moi, que pour la petite histoire, ma mère a connu tout ce qui est HLM, etc. Je dirais pas à cause de nous, mais de par nous. C'est-à-dire que moi, j'ai 10 frères et sœurs. Mais de base, moi, ma mère, ils sont 2. Ils ont grandi avec des parents qui sont infirmiers libéraux. Donc, ils gagnaient je ne sais combien. Donc, ma mère, elle faisait des vacances, elle habitait dans une grande maison, elle avait des animaux de compagnie, etc. Maintenant, elle se marie, etc. Elle a un peu plus d'enfants, elle peut pas travailler. On a tout le système français qui est pas prévu pour avoir beaucoup d'enfants. Donc, allocation, etc. Où est-ce qu'on peut loger cet enfant? Bah, il y a pas de maisons qui ont ça. À part des maisons qui coûtent je ne sais combien. Donc, c'est HLM, c'est moins cher, etc. Donc, elle a découvert, moi, quand je suis né, enfin, quand j'ai grandissé, etc. Je pensais que ma mère, c'était une femme de quartier. Mais je me rendais compte qu'elle avait pas les mêmes codes. Elle nous obligeait à manger de façon à nous exprimer. C'est bête, mais je me rappelle qu'au lycée, on se moquait de moi, parce que quand ma mère m'appelait, je disais oui, maman. Parce qu'elle a été éduquée comme ça. Tu dis oui, maman, il n'y a pas de oui. Oui, monsieur, oui, madame, il n'y a pas de oui, on n'est pas copains, moi et toi, tu vois. Le fait qu'elle m'obligeait à respecter les horaires, mais de façon, d'une façon draconienne. 18h, c'est pas 18h02, c'est pas 18h01. C'est-à-dire qu'elle me donnait un rendez-vous. Si je sortais et j'arrivais à 18h02, j'étais puni 1 ou 2 semaines. C'est-à-dire une petite erreur, elle me le faisait payer. Et elle a toujours été dans cette dureté où quand tu manges proprement, tu t'assois bien, tu t'assois droit. Je dis, maman, on est à la maison, on mange même avec les deux, avec les pieds s'il faut. Mais non, tu restes là, tu manges à telle heure. C'est-à-dire que on était dans un quartier où on avait des codes un peu de notabilité, tu vois. Et en fait, en parlant avec ma grand-mère, j'ai compris qu'elle avait pas du tout grandi dans ça. C'est-à-dire qu'elle a découvert le quartier. Alors que nous, on a baigné dedans, entre guillemets, on est né dedans et on a rapidement pris les codes, on s'est rapidement familiarisé. Et je sais qu'aujourd'hui, ma mère a beaucoup déménagé parce qu'elle cherchait ce petit cocon-là. Mais c'est très compliqué d'avoir un cocon hors quartier quand on a plusieurs enfants, quand on en a 10. On peut pas habiter dans les beaux endroits, tout coûte cher, etc. Mais en tout cas, voilà, pour parler de la diffamation, je pense que mon vécu a fait que, aujourd'hui, je me connais. 2, on vient de quartiers, de zones où on nous a rien donné. Moi, mon premier refus que j'ai eu, c'est un stage. On m'a refusé un stage. Incroyable. Un truc que tu payes pas, t'as une main d'œuvre gratuite, tu me le refuses parce que je suis un Noir ou parce que mon adresse sur mon CV, c'est telle. Donc, depuis 12, 13 ans, je sais qu'on veut pas de moi. Mais depuis 12, 13 ans, j'avais rien d'autre. Donc, j'ai dit, bah, je reste là. Donc, il y a cette mentalité qui se forge, qu'on appelle familièrement la mentale, qui fait qu'on a à l'épreuve de toutes les balles. Bien sûr, mais c'est une force. Voilà, on s'arrête à rien. C'est notre force. Exactement. Et moi, je dis clairement, c'est une force. Donc, quand je subis des campagnes comme ça de diffamation, bien sûr, ça ne me donne pas envie de rigoler, etc. Mais ça va pas m'abattre. Je vais pas m'arrêter pour ça. Je quitterai pas le pays pour ça. Je vais rester. Parlez autant que vous voulez, mais moi, je suis là. Non, mais t'as raison. C'est exactement la posture qu'il faut avoir. Et de toute manière, moi, je considère que ça fait partie aussi du packaging. Exact. À partir du moment où on fait des choses impactantes et qu'on est exposé, il y aura forcément une part de diffamation, d'invective, voilà, de jalousie, de choses, voilà, pas très honorables qui vont nous tomber dessus. Ça fait partie du jeu, faut pas être naïf, faut savoir que ça va arriver. Voilà. Et pour moi, si ça arrive pas, c'est pas normal. Voilà. Si ça arrive pas, c'est un critère, c'est un curseur qui montre qu'on n'est pas assez impactant. Exact. Parce que lorsqu'on impacte, forcément, on crée de la jalousie. Donc, t'es dans le bon. Faut le prendre de ce côté-là, c'est rassurant. C'est rassurant, tout en sachant que, comme tu l'as très bien dit,
c'est vis-à-vis de tes vrais auxquels tu dois prouver. C'est Voilà. eux qui ont besoin de savoir. Les autres, que... ça reste que des mots, ça reste que des... Il y a un rappeur qui disait, Mac Taylor, que je respecte beaucoup, on a grandi avec lui, qui disait ces gens-là, dès qu'on est à l'ordinateur et le téléphone, ils savent plus qui ils sont. Bien sûr. Et c'est réel. Il y en a qui vivent avec les followers, etc. Moi, je pose mon téléphone. Demain, je me retrouve, je suis perdu. Je sais que j'ai un numéro à taper. Le frère, il habite là, il a jamais... Je peux aller là-bas. Il y a des gens, malheureusement, ils éteignent leur téléphone. C'est fini. Plus de contact. Ils ont plus rien, c'est fini. Leur vie, elle s'arrête là. Et Dieu merci, j'ai pas pris ce pas-là. Tu vois, il y a encore beaucoup de choses que je connais pas, des influenceurs, des gens que, des fois, on me dit, ah, tu connais pas? Non, j'ai pas suivi parce que la culture a fait que j'ai pas pu rentrer dans ce monde-là. J'ai pas pu accepter en totalité que on peut se faire de l'argent avec des photos de pieds ou dénudés, ou on a gardé une base avec des principes. Bien sûr. Et qui ont régi nos vies. Et aujourd'hui, ça permet de nous rassurer que, voilà, on a notre cercle, ils sont là. Moi, j'étais frère, on est là depuis 15 ans. Nos enfants jouent ensemble, on était 15 ans, on faisait nos études, etc. Et moi, c'est ces frères-là avec qui je suis et à qui je passe une grande paix, et tout mon amour. Mais après, le reste, voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Et voilà, je pense pas que ce soit, comme tu l'as dit, glorieux de plaire à tout le monde. Bien sûr. Non, j'ai des positions, ceux qui les prennent, tant mieux, ils sont sous le drapeau. Ceux qui les prennent pas, tant pis. Après, on n'est pas forcément ennemis. Maintenant, forcément, si tu viens attaquer mon travail, ok, il y a pas de souci. Ben, tant que ça m'impacte pas directement physiquement, je répondrai pas. Après, maintenant, bien sûr, si ça entrave mes intérêts personnels, les intérêts de l'Afrique de façon éhontée, bah, on aura une réponse, bien évidemment. Mais voilà, pour l'instant, la diffamation nous passe dessus et on avance dans tous les cas. On est des chevaux, nous. Chevaux de course, on a des œillères, on est des purs sang, nous, on avance et on va au bout. C'est ce qu'il faut. Bon, voici, je suis un jeune de la diaspora. Bon, je suis, on va dire, comorien. J'ai des projets, je veux investir, j'ai une activité, je veux, par exemple, dupliquer, comme tu l'as fait à un moment, mon activité en France, aux Comores. Comment je fais? Comment je me rapproche de toi? Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi déjà? Et comment ça se passe dans le concret? Alors, concrètement, nous, on a des programmes. On a un programme qui est assez intéressant pour la diaspora, qui est le PAFED, le programme d'appui à la formation entrepreneuriale de la diaspora. Pourquoi on a créé ce programme-là? On s'est rendu compte que la diaspora, elle échouait à investir. Mais comment une personne qui a de l'argent, qui a des compétences, qui a l'envie, qui a en réalité toutes les clés, elle arrive, elle échoue, et elle rentre en France et elle dit, oh, il faut pas aller là-bas, faut pas investir. On s'est posé les bonnes questions et on s'est rendu compte que si elle échouait, c'est parce qu'elle connaissait pas son terrain. En fait, le fait de croire qu'à les 2-3 mois, elle le connaissait, en réalité, non. Parce que pendant 2-3 mois de ces festivités-là, le pays, il est pas le même. Les mêmes places où on retrouve 50 personnes, eh ben, en novembre, décembre, janvier, ces personnes ne sont plus là. Donc, si toi, tu t'es dit, bon, il y a beaucoup de personnes, j'ai fait un restaurant là, et après, ton restaurant, il échoue, mais c'est parce que t'avais pas les bonnes bases. T'es venu que dans une période estivale. C'est un peu comme, pas eu d'études de marché. Voilà, il y a rien. Et parce que on banalise la chose. On investit aux Comores, on pose de l'argent, c'est tout. Non, il y a des codes à avoir. Déjà, il faut comprendre. Nous, on n'a pas besoin de faire une formation pour entreprendre dans la majorité en France, parce qu'on maîtrise le système, on le connaît. Un minimum. Hein. Et quand on voit qu'il y a des fraudes qui sont faites, si quelqu'un il fraude un système, c'est qu'il le connaît. Bien sûr. Donc si on est arrivé, la population à frauder, on entend beaucoup fraude à la loc, etc. Mais c'est parce que tu maîtrises. Tu sais que si tu mets le A là-bas, eh ben, faut le voir. Tu vois, toujours, on enlève les sentiments. Je dis pas que c'est bien, etc. Je dis juste que il faut prendre les choses de façon pragmatique. Ouais, pour les comprendre. Il faut comprendre, il faut maîtriser pour faire quelque chose. Donc, la diaspora doit pouvoir maîtriser son terrain. Que ce soit au Comores ou ailleurs, elle doit pouvoir le maîtriser complètement. Ne pas croire qu'elle sait. Elle doit savoir. Donc, nous, on dit, venez, on va vous former. On va vous former à comprendre ce qui se passe. Au Comores, tu sais qu'on paye, je sais pas si tu sais, mais on paye les impôts avant. Par rapport à l'activité que tu vas faire, il y a un montant et tu payes ça en avance. Une estimation, quoi. Une estimation qu'ils ont fait par rapport aux activités et tu payes en avance. On appelle ça la patente, etc. Là-bas, tu as un numéro de contribuable. D'accord? Donc, que tu dois payer, qui est le NIF. On n'a pas la même monnaie. On a l'euro, on passe au franc comorien. On a des documents, qu'on nous demande que de base on n'a pas. Donc, il faut pouvoir comprendre tout cela. Il faut pouvoir comprendre, même la manière de vivre. Il faut comprendre comment les gens ils fonctionnent, parce que là-bas avec l'argent tu fais pas tout, parce que malheureusement tu as une perte de la culture du travail. Ici tu donnes un salaire, tu as l'émission, tu as la culture du travail. Comme j'ai dit, moi je travaille depuis 17 ans, 18 ans, t'en as plein qui ont fait qui travaillent le week-end, en job étudiant, ensuite on va en alternance. On a cette culture du travail. Sûr. Nous ce qu'on cherche c'est d'être bien payé, d'être bien respecté. Bien sûr. On sait que quand tu es là-bas tu travailles. On a toujours des brebis galeuses bien évidemment. On a cette culture.
quand on arrive et qu'on a des jeunes qui arrivent, ils ont 22, 23, 23 ans, 24 ans, qui sont surdiplômés mais qui n'ont jamais travaillé, forcément tu leur donnes le salaire que tu veux, ils vont pas aller travailler, ils vont pas avoir, t'auras pas le retour. Bien sûr. Donc des gens ils ont posé de l'argent, ils ont pas eu le retour et ils se disent pourquoi. Et on le voit par rapport à l'immobilier. On dit beaucoup oui, il y a de la fraude à l'immobilier, on voit pas d'argent, on va te le voler, etc. Mais excuse-moi, mais quand tu veux construire une maison en Afrique, dans sa globalité, t'envoies 10, 15 000 euros, d'accord, à une personne qui gagne entre 100 et 200 euros, et qu'elle te vole pas, excuse-moi, mais elle serait bête. Tu lui envoies ce qu'elle gagne en 10 ans. La tentation est voilà, elle est énorme, mais forte. surtout que tu confies quelque chose à un incapable. Quand je dis incapable, c'est que généralement, moi, quand je pose des questions, parce qu'on me dit, non, n'investis pas là-bas, achète pas, je dis pourquoi? Oui, mais j'ai envoyé de l'argent à mon cousin, il a pas fait ma maison. Mon cousin, c'est un architecte. Non, c'est juste mon cousin. Et tu t'étonnes qu'il t'ait volé. Il a pas la capacité, proprement parlant, pour le faire, en fait. Il a pas les compétences. Exactement. Donc, tu donnes à des incapables dans le domaine, bien évidemment. Après, tu te plains que le travail, il est mal fait. Bien sûr. À un moment donné, il faut être logique. Tu le ferais pas en France. Pourquoi tu le fais aux Comores? Oui, mais c'est mon cousin. Non. Pragmatisme. On enlève un peu les émotions, on est pragmatique. Donc, nous, on dit, venez vous former, parce que tout n'est pas bon à faire aux Comores. Et tout n'est pas bon à faire en Afrique. On voit beaucoup qu'il y a des chaînes de restauration qui sont là-bas où les menus sont à 5 et 10 000 francs, ça fait entre 10 et 20 euros. Mais la population n'a pas la capacité de payer ça. La diaspora, elle l'a. Mais les gens n'ont pas la capacité de payer ça. S'adapter aux moyens de la population. Mais si tu ramènes des hamburgers et des machins, etc., tu peux pas baisser ton prix. Donc à un moment donné, tu fais faillite parce que fabrication, voilà, exactement. De la marge. Il faut pouvoir créer localement. Il faut pouvoir avoir un schéma économique, un business plan qui soit adapté au Comores. En adéquation avec les conditions de vie. Et là, ce qu'on fait actuellement, malheureusement, la diaspora, elle importe. Elle ne crée pas des idées sur place. Elle importe. Ah, moi, j'ai vu ça marcher, je l'amène là. C'est plus rapide. Voilà. Mais ça marche pas. L'Afrique, c'est pas Dubaï. Tu ramènes pas un salon de coiffure et ça va cartonner. Non, tu sais, moi, j'ai rigolé beaucoup, quand je suis arrivé aux Comores. La coupe moyenne, elle est à 5 euros. En France, je commençais à monter à 20, 22 euros, moi, pour faire la coupe. Donc, quand j'ai mon mois la semaine, et tu vois, et quand j'entends des gens, je vais faire un salon de coiffure. Attention. Salon de coiffure, tu pourras pas faire ça, tu pourras pas faire ça. Et vu que, les tarifs sont pas les mêmes, l'exigence n'est pas la même. Bien sûr. Donc, toi, tu vas faire ton bâtiment tout propre, etc. Je te dis pas de pas avoir des choses dans les normes. Tu vas investir de l'argent. Et tu vas te plaindre que les gens payent pas. Mais les gens, ils veulent pas tout ça, ils veulent la base. C'est ça. Donne-leur la base, et après, grandis avec eux. Mais tout de suite venir d'un coup, et après te dire ça marche pas, non. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se faire former. Tu vois, il faut pouvoir expliquer qu'est-ce qui se passe dans nos territoires, dans nos pays, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut faire. On a beaucoup d'entreprises qui viennent, mais les premières entreprises qui doivent venir aux Comores et majoritairement en Afrique sont des entreprises dans l'économie durable, dans l'économie bleue. C'est ce qui marche aujourd'hui, parce que c'est la réalité. Les énergies renouvelables, etc., etc. Au lieu de penser uniquement, parce qu'on a le problème en Afrique, on pense fonctionnariat. En France, on pense consommation, restauration. Mais il y a énormément d'autres secteurs. L'halieutique, tu vois, tout ce qui est pêche, etc. C'est un business. C'est un business. Quelqu'un qui vient en Afrique, qui construit des bateaux, d'accord, qui paye les gens, qui construit des bateaux, qui prend des pêcheurs, qui leur donne des salaires tous les mois pour aller prendre du poisson, pour le faire de façon je dirais artisanale, qui prend le poisson, qui le coupe, qui le conserve, il fera beaucoup plus d'argent que quelqu'un qui vient ouvrir une chaîne de restauration. Qui importe un business. Mais on ne réfléchit pas comme ça. On n'est pas dans une industrialisation en Afrique. On est encore dans de l'artisanat. Mais qu'est-ce qui empêche quelqu'un de prendre des bateaux, des business, tu construis des bateaux qui vont te coûter peut-être entre 1000 et 2000 euros, aux Comores par exemple, tu prends des pêcheurs, les pêcheurs tu sais combien ils gagnent, augmente leur salaire de 20% et tu les embauches. Eux, ils vont te chercher du poisson, tu leur donnes des objectifs. Le poisson, tu le prends, tu le conditionnes et tu le vends. Tu vois, ça va répondre vraiment aux besoins. Un besoin. Un autre besoin, c'est les taxis. Moi, je dis toujours à certains de mes frères qui me disent non, mais ils veulent faire des locations de voitures, etc. Je dis on a un problème aux Comores. Au niveau de la mobilité, c'est que nos taxis sont pas forcément adaptés. Et on a quand même une petite classe moyenne, tu vois. Moi, quand je vois une femme qui a prêté, qui va au travail, et un homme qui est là en costume, travail, etc., qui rentre dans un taxi, et ils sont 7 dans le taxi, je sais que lui, il pourrait payer un peu plus pour être seul. Donc, faire ramener une voiture et fait des vlogs de VTC. Surtout que nous, notre législation, elle a pas pris les innovations. Donc, je vais pas dire qu'il n'y a pas de loi. Je vais juste te dire que c'est pas encore encadré, c'est pas encore taxé que pour. Donc, il faut en profiter. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de VTC, on n'a que des taxis. Mais qu'est-ce qui nous empêche de faire venir des voitures, de mettre la clim, de mettre des bonbons, de l'eau, et d'augmenter un tout petit peu pour une classe moyenne, de s'adapter. Mais
Pour ça, il faut être sur place. Moi, je l'ai vu parce que j'ai été sur place. Et quand je discutais, sans faire d'études de marché, juste en discutant, en avons des informations, je sais qu'il y a des gens qui seraient capables de payer chez nous, c'est 350 francs le déplacement en taxi. Ça fait un peu moins d'1 euro. Je sais, c'est que tu le passes à 1 euro, mais que t'as de la qualité, t'as un petit écran dans la voiture, t'as la clim, t'as des bonbons, les gens ils vont payer. Bien sûr. Tu vois, mais il faut le savoir, ça, pour ça. Donc, il y a une réalité qu'il faut que tu ailles prendre là-bas. Donc, au lieu d'importer les idées, il faut les fabriquer sur place. Moi, c'est le conseil que je donne. Et donc, ça, c'est le service que vous pouvez, que vous apportez aux jeunes. Voilà, c'est ce en fait, on est en train de, j'en parle depuis un petit moment le PAFED, mais ce qui est intéressant au niveau de la CUI, c'est que nous, on co-crée les programmes, les projets. Les programmes, ils sont établis, mais on co-crée les projets. Donc, quand nous, par exemple, on parle PAFED, diaspora, etc., j'ai des jeunes qui sont venus taper au bureau qui ont dit, et nous? Tu parles de la diaspora et nous. Donc, on a dû réfléchir à, c'est vrai, on doit pas vous oublier. Donc, en dessous du PAFED, qui est le programme, on a des projets. D'accord. Je vais parler d'un projet en particulier qui est lié entrepreneur. D'accord? C'est un petit jeu de mots avec étudiants et entrepreneurs. Parce qu'on se rend compte que il y a des étudiants qui ont envie d'entreprendre, qui ont des idées, qui sont, et quand je parle d'étudiants, on pense pas uniquement aux lycéens, on pense aux études supérieures. C'est-à-dire qu'ils ont déjà des compétences, qui se sont dit, mais attends, ça, je peux déjà en faire un business, parce que je sais que ça répond à telle problématique, mais qui ont pas de moyens, et qui allaient faire des crédits, etc. Voilà, à toute personne qui veut faire un crédit en Afrique, je le déconseille. En Afrique, le taux, il est doublé, voire triplé chez nous. Mais qu'il a ces problématiques-là, en fait, l'idée, elle se perd, et au final, ces personnes-là continuent à faire des études sans gagner d'argent. Donc, au lieu de et je précise que généralement ces étudiants-là sont pris en charge par la famille de la diaspora. Donc, elle envoie de l'argent. Donc c'est un poids déjà. Voilà, mais pourquoi elle payerait pas soit un salarié ou pourquoi elle donnerait pas de l'argent pour créer une société? Donc nous, on s'est dit, les entrepreneurs, c'est la dynamique. Les étudiants, c'est une jeunesse dynamique qui sont déjà dans l'action. Donc, ce qu'on veut, c'est pouvoir, on est en train d'étudier un format de formation pour pouvoir apporter une formation en 1 mois pour pouvoir juste mûrir le projet et proposer ces projets-là à la diaspora comorienne qu'on inviterait à venir aux Comores, à eux se faire former aux réalités. Donc, on va former la diaspora aux réalités comoriennes et on va former les étudiants à mûrir leurs projets. Et ensuite, on va les lier entre eux. Parce que l'objectif, c'est pas de faire la diaspora d'un côté et les locaux des autres. Non, c'est qu'ils travaillent ensemble. Et pour le faire ensemble, c'est que les jeunes qui ont les idées, ils vont pitcher leur projet devant la diaspora qui a de l'argent. Et eux, ils vont apporter leurs compétences parce qu'ils vont pas uniquement payer. C'est un peu comme qui veut être mon associé. Ça va être version comorienne. D'accord. Ils vont s'entraider et l'un va gagner parce qu'il va créer sa société, l'autre va gagner parce qu'il va pouvoir contribuer à son pays. Et ça va faire avancer doucement la chose. D'accord. Donc le fait qu'on co-crée, ça prend du temps parce qu'on veut pas faire vite pour faire. On veut faire et on veut faire bien. Donc on prend le temps de faire les choses. On prend le temps de bien établir, de faire les partenariats stratégiques. On veut pouvoir donner du résultat. Donc le PAFED, on en parle depuis un moment. On a repoussé cette session depuis 5-6 mois maintenant, parce qu'on veut pas que ce soit parfait. On veut que ce soit fonctionnel. On veut que les sociétés se créent, on veut que les sociétés puissent bénéficier de tous les outils aux Comores, d'exonération fiscale, si elles sont assujetties, qu'elles puissent avoir en fait toutes les opportunités et d'user de toutes les privilèges qu'elles peuvent avoir aux Comores en ouvrant une société. Et on veut pouvoir évaluer cela. Donc on va pas pouvoir prendre un grand nombre de suites, on veut pouvoir faire un suivi, dire mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. On a une unité de gestion de projet qui a été créée uniquement pour ça et qui va pouvoir permettre de faire un vrai suivi, d'avoir du chiffre et d'impacter concrètement. Donc voilà, concrètement voilà ce que l'on a, mais voilà on travaille vite, on travaille bien, mais voilà on veut poser les bonnes bases, on veut que ce soit une réussite. Pas que pour nous, parce que nous, notre intérêt, c'est quoi? C'est de montrer qu'on fonctionne, qu'on arrive à le faire. C'est ça notre intérêt à nous, parce qu'on est déjà financé. Donc notre objectif, c'est de montrer que ça fonctionne. C'est ça notre intérêt, pour que ce soit dupliqué, et pour que le succès amène le succès, pour qu'on a d'autres entreprises qui disent, bah si avec, on vous a donné par exemple 15 000 euros, vous avez fait ça, bah cette année on va vous donner 30 000, comme ça vous doublez. Et on est dans un cercle vertueux et on est dans le succès, clairement. Même étendre la dynamique. Dans toute l'Afrique. Oui, clairement. Parce que là, ouais, ça me parle, mais moi, je suis pas comorien, mais je dis, ça m'intéresse quand même, ce que tu dis. Et c'est pour ça que notre agence, c'est l'agence africaine de coopération. Comme j'ai dit, on a posé nos bagages aux Comores, mais, c'est encore confidentiel. Malheureusement, je peux pas donner les pays, mais nous sommes en voie de signature d'accords de siège dans de nombreux pays. On a été sollicité de par notre exposition dans certains médias et de par nos actions. On a été sollicité où des pays nous ont envoyé des mails, ils ont dit,
venez chez nous. Maintenant, on veut pas venir pour venir, parce que pour venir, il faut avoir des budgets. Donc là, on mobilise nos partenaires pour qu'ils augmentent leurs dons, pour qu'on puisse ouvrir notre représentation dans d'autres pays, etc. Et pour le petit indice, le Sénégal est pas trop loin de nos prochaines destinations. Ça m'intéresse. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Parfait. Non, c'est nickel tout ça. On arrive à la fin de l'interview. On a beaucoup échangé, très intéressant. Avant de conclure, j'aimerais que tu nous parles de tes perspectives, même si tu as déjà quand même embrayé le pas. Mais moi, j'aime bien avoir à chaque fois que j'ai mon invité d'aller au fond vraiment de ce qu'il a dans son esprit et savoir quelles sont ses ambitions à moyen terme, à long terme, et qu'est-ce qu'il peut nous proposer, qu'est-ce qu'on va lui souhaiter dans l'avenir. Alors, je pense qu'arrivé à un certain âge, bon, je suis pas très vieux, mais je pense que le domaine personnel et professionnel sont intrinsèquement liés. C'est-à-dire que j'y mets de moi-même dans mes missions qui m'ont été données. Du coup, moi, mon objectif, déjà, il est nourri par un amour indéfectible. C'est-à-dire que je suis allé tard aux Comores, mais en 2019, quand j'y mis les pieds, je tombe amoureux du pays. J'ai aucune raison à donner. Je peux pas répondre de pourquoi, parce que si, parce que cela. Non, je suis tombé amoureux de ce pays-là et j'ai voulu faire quelque chose. Voilà. Et j'ai pas de raison. Voilà. Si je disais que c'est parce que voilà tel matériel ou tel autre, c'est que l'amour il est pas pur. Quand on aime quelque chose sans savoir pourquoi, c'est là qu'on a ce véritable amour. Et du coup voilà, j'ai voulu faire quelque chose. J'ai voulu contribuer. Je me suis senti investi d'une mission naturelle. Et j'ai changé de trajectoire de vie. Moi, ma trajectoire elle était faite. J'avais réussi entre guillemets dans l'entrepreneuriat. La fondation qui m'accompagnait m'appelait Success Story. J'avais une bonne visibilité. J'avais réussi à établir du commerce, un schéma économique qui me faisait gagner de l'argent. Donc tout ce qu'il fallait, c'est continuer et monter. Et j'aurais réussi seul entre guillemets, mais j'aurais avancé, j'aurais réussi, je serais cet entrepreneur à succès. Et le fait de me dire que là, je peux contribuer non pas à une ville, mais plutôt à un pays entier, à un continent même, j'ai envie de dire. Je me suis dit non, il faut faire aujourd'hui j'ai 29 ans, pendant toute ma vie, j'ai pensé pour moi, et quand je dis moi, c'est ma famille. C'était uniquement nous et rien d'autre. S'il se passait quelque chose à gauche, ça m'intéressait pas parce que ça ne touchait pas nous. Et quand je suis arrivé en Afrique aux Comores, j'ai compris le sens du mot communauté. J'ai compris le sens du mot ensemble. Et aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose qui arrive à un Comorien sans que ça me touche. Il n'y a pas quelque chose qui arrive à un Africain, à un Noir sans que ça me touche. Avant, malheureusement, je tournais vite les pages des journaux quand je voyais que quelque chose arrivait à un frère ici qui me concernait pas. Si je le connaissais pas, ça ne m'intéressait pas. Et là, c'est comme si je suis rentré en symbiose avec le schéma, l'ADN africain, et le Noir est devenu non plus mon frère à temps partiel, c'est devenu une partie de moi-même. Je me voue à cette cause, je ressens plus la douleur. Avant, c'était assez bête, mais je pouvais rigoler de l'esclavage. En cours, je pouvais en rigoler parce que c'était qu'un épisode, c'était qu'un film, c'était qu'un livre. Et aujourd'hui, je le ressens, tu vois. J'ai déjà versé des larmes sur des films. Le dernier en date, c'est Emmett. Emmett Till. Ce film, il m'a tué psychologiquement. Je me suis dit, mais on arrivait à un moment donné où on voulait tuer le noir, tu vois. Je ressens les choses et je me dis non, au-delà de lever le poing en l'air et de dire et de militer, moi j'ai envie d'agir. Et moi mon cœur de métier, ce que je sais faire, c'est de l'argent. Je suis un businessman. Je vois des opportunités, j'ai cette facilité à dire ça, avec ça fait de l'argent. Donc je veux le contribuer et ne plus que ça ne serve que mes intérêts. Et je pense que c'est cette maturité là, je suis à 1 an des 30 ans, mais voilà, j'ai envie d'œuvrer pour mon continent. Donc là les ambitions c'est d'impacter. Moi et ça je crois que je le dois à ma mère et que je remercie, à qui je passe un gros bisou, c'est que je n'ai peur de n'ai peur de rien. Elle m'a fait comprendre étant petit que je peux faire ce que je veux et ce que je veux, et elle a toujours été décomplexée par rapport à cela. Comme je t'ai dit, c'est une notable qui a vécu dans les quartiers avec ses enfants, mais elle a pas changé de mode de vie ni de mode de fonctionnement. Tu vois, on devait toujours manger droit, s'exprimer correctement, et j'ai gardé cette chose-là qui fait que non, je ne m'interdis rien.
On dit des fois que il y a certains frères qui m'appellent le génie, il y en a d'autres qui m'appellent le fou, parce que je leur raconte des idées et j'y vais au bout de ces idées-là, tu vois. Moi, j'ai des frères à moi à qui je parle depuis peut-être une dizaine d'années. Ça fait 10 ans qu'ils me disent que tous les ans ils vont retourner aux Comores. Moi, la petite histoire, pour aller aux Comores, il m'a fallu 7 jours pour aller aux Comores. J'y suis allé en 2019. En 2021, j'y étais, mais avant de partir, je pars le 26 juin 2021. Quand je pars, j'appelle ma femme et je lui dis, en combien de temps tu peux faire des valises? Elle m'a dit, ah super, on va en vacances. Je dis pas trop ça, réponds-moi à ma question et je te dirai. Elle me dit, il me faut 5 jours, il me faut tant de budget. Je dis, ok, je te décaisse tout. Arrivé à la maison, je lui explique. Parce que j'avais reçu un coup de fil juste avant et on m'avait dit, écoute, si tu remplis tel, t'es pressenti pour être le représentant résident. On va en nommer un et ce sera toi. Donc moi, je me fais la boucle. Je dis, je vais mettre, parce que la vie, c'est pas que des opportunités, il faut les saisir et aller au bout. Donc quand on me dit, t'as une chance d'être nommé, je dis, faut que je sois sur place, il faut que je pousse le truc. Et je dis à ma femme, et on part. On vient d'acquérir la maison, on a nos voitures, on a notre vie. Et je lui dis, voilà, les enfants, ils sont en bas âge. Elle me suit parce qu'elle sait avec qui elle s'est mariée, tu vois. Et on atterrit aux Comores. Je vis chez mon père dans une chambre où on est tous les 4. Alors que j'avais une maison de plus de 200 mètres carrés, tu vois. Plus de 100 mètres carrés. Mais j'ai pas cette peur de, comme je le dis, on vient tout en bas. Moi, je pense qu'il y a une France d'en dessous et il y a une France d'en bas, tu vois. Donc, quand on a réussi à monter les échelons et à rentrer dans la société en réalité, parce que quand on vient de quartier, en fait, les gens ils disent on réussit. Non, on réussit pas. On s'intègre simplement au système français et on le comprend. Moi, je peux parler avec des frères de quartier avec leur même jargon et je peux m'asseoir sur la table et parler avec un ministre, tu vois. Et du coup, en n'ayant pas peur et pas froid aux yeux, j'ai une ambition grande pour la diaspora parce que la diaspora, peu importe où elle est, déjà le noir en lui-même, l'Africain, il a pas d'amis dans ce monde-là. Il a pas d'amis et qu'on soit clair et qu'on puisse se le dire. Mais la diaspora, je pense qu'elle est encore plus paria parce qu'il y a certains de ses frères qui la rejettent. Bien sûr. Moi, quand j'arrive, on me demande de rentrer chez moi. Mais j'ai dit, mais j'ai déjà entendu ce discours-là. Je l'ai entendu en France. Je me suis trompé de pays, qu'est-ce qui se passe? Non, rentre chez toi. Moi, quand j'ai dit que j'allais aux Comores, j'ai des cousins et des cousines, des frères, des sœurs qui m'ont dit, est-ce que tu es devenu fou? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est que tu vas avoir une femme là-bas, tu vas te remarier. Enfin, il y a eu plein d'histoires où on pouvait pas comprendre que j'avais envie de retour, j'avais envie d'aller. Je suis pas retourné en réalité. J'y suis allé. Et du coup, moi, on est décrié d'un côté, décrié de l'autre. Au final, on est des parias. Et moi, je refuse que des gens comme nous, de la diaspora, qui avons souffert toute notre vie, entre guillemets, de par les réalités françaises qui sont institutionnelles. Je veux dire, on a réussi à trouver normal que quand on va dans un entretien, on peut être refusé parce qu'on est noir ou parce qu'on a la mauvaise adresse. On a pu le rentrer dans notre tête et c'est devenu normal. Quand on se fait contrôler par la police 2 fois de suite, c'est devenu normal. Et comme je t'ai dit, le même réflexe, donner les papiers, et, ouais, contrôle-moi, je suis mon 3e contrôle, il m'en reste 2 dans la journée, mais c'est pas normal. En fait, on s'est habitué à de la médiocrité de valeur. On a été habitué à ce qu'on ne nous respecte pas. Et on reste entre nous, et après on nous traite de communautaires, etc. Alors qu'en réalité, nous, Français, on est les premiers communautaires. Et bon, ça, c'est un autre débat, mais ça me pousse à dire qu'on ne doit pas être des parias. Donc un peu comme d'autres nations qui se sont battues pour avoir des cartes d'identité, pour être reconnues. Moi, je veux travailler pour que la diaspora soit reconnue internationalement. Peut-être que si c'était un autre représentant résident aux Comores qui avait une autre histoire, peut-être qu'il se battrait pour faire de l'investissement des Chinois vers les Comores. Parce que l'objectif, c'est de financer les projets de façon technique et financière. Moi, maintenant, ma stratégie à moi, parce que je suis entre guillemets, je suis le chef de représentation, je suis la plus haute autorité de la CEI aux Comores. Ben moi, ma vision, c'est de transformer tout ça en diaspora. Peut-être quand j'aurai fini mon mandat, le prochain, il viendra et il ramènera des sociétés du Sénégal ou de Côte d'Ivoire. Mais moi, en tout cas, ce que je veux, c'est la diaspora, la faire monter. Et pour ce faire, vu qu'on est accrédité dans un pays qui a la présidence de l'Union africaine, il y a beaucoup de portes qui nous ont été ouvertes et qui est un moment historique que la présidence de l'Union africaine soit prise par un État insulaire africain. Ouais, c'est vrai. Président Azzouli, hein. À son excellence, Azali Assoumani, qui a la présidence de l'Union africaine. Et ça nous a permis d'avoir accès à des choses alors que normalement on n'y a pas accès. Ça nous a permis aux Comores d'avoir une vision africaine et panafricaine. Parce que nous, les Comores, on était beaucoup tournés vers les pays du Golfe, de par notre histoire. Tout à l'heure, je te disais, au niveau des langues, on a le chikomori, le français et l'arabe. L'arabe est langue officielle aux Comores. L'islam est religion d'État, donc on a une histoire, on a une culture énorme, les Comoriens. D'ailleurs, tu les vois, peu importe le Comorien où il est,
l'homme comorien, il a son kofia, il a son kamis, il a son kandou. Donc on a une culture qui est très forte et dans toutes les diasporas, voilà, on agit pour nos pays. Je disais juste avant dans une interview, et c'est un frère qui le disait juste avant, Ousmane Badara, qui disait les vieux soniqués qui se privent et qui vont dans les foyers et qui envoient tout leur salaire à la famille, au pays. Et c'est quel genre d'amour et de patriotisme ça. Voilà, notre objectif, c'est vraiment de monter la diaspora au niveau international. Pour cela, on a un projet. Il faut que la diaspora soit présente dans les grandes instances, qu'on arrête de décider pour elle. Et pour ce faire, et cette proximité qu'on a eue, et ce lien qu'on a établi avec l'Union africaine, on a l'ambition, et on va proposer très prochainement un projet qui est inédit. D'ailleurs, c'est le premier interview dans lequel j'en parle, qui est la communauté économique de la diaspora africaine. Aujourd'hui, on a plusieurs communautés économiques que tu dois connaître, comme la CEDEAO, comme la SADC, etc. On n'a pas de communauté économique pour la diaspora. Alors que la diaspora aujourd'hui, on la reconnaît de façon économique d'un premier point. Et le deuxième, c'est qu'elle a été reconnue comme 6e région d'Afrique. Donc techniquement, toutes les régions d'Afrique ont une communauté économique qui leur permet, d'avoir un alignement, qui leur permet d'avoir une politique commune au niveau économique, etc. Sauf la diaspora. On a eu des tentatives où on a entendu certains discours où ils voulaient créer un État de la diaspora, etc. Comment créer un État sans terre? La diaspora, elle est disparate. Donc nous, dans notre réflexion, on s'est dit la diaspora, on veut parler économiquement, on veut parler compétences, et on veut être représenté et pouvoir s'asseoir à la table africaine, donc plus haute instance, c'est l'Union africaine, et pouvoir apporter nos compétences là-bas. Il faut savoir que l'Union africaine est beaucoup plus anglophone que francophone. Ce sont beaucoup plus des États, des gouvernements, des pays qui ne sont pas les nôtres entre guillemets, qui sont africains bien évidemment, mais c'est plus Nigeria, etc. C'est beaucoup moins francophone. Et du coup, l'exemple, c'est qu'il y a beaucoup de la diaspora qui connaissent pas ce que c'est l'Union africaine. Alors que c'est un outil. On a un département de la diaspora au sein de l'Union africaine. Maintenant, est-ce que la diaspora est assez au courant pour pouvoir postuler, pouvoir intégrer, etc., etc. Il y a pas mal de ressources. Et puis c'est l'institution des pères fondateurs de cette unité africaine. Donc nous, ce qu'on va proposer très prochainement, c'est la création de cette communauté économique de la diaspora africaine, pour que la diaspora puisse avoir une place au sein des tables des puissants de l'Afrique, qu'elle puisse avoir son mot à dire, parce qu'elle contribue à l'Afrique. La diaspora, elle a mis beaucoup de pays de façon naturelle, entre guillemets, sur perfusion. Si aujourd'hui la diaspora arrêtait d'envoyer de l'argent en Afrique, ça deviendrait compliqué pour certains pays. Et si, de l'autre côté, si la diaspora africaine arrêtait de travailler en France, ça mettrait beaucoup de secteurs en problématique, et pas les secteurs dont on pense ce serait le ménage, etc. Non, on a nos frères africains afrodescendants qui sont dans beaucoup plus de secteurs que le ménage et le VTC. Donc on est un poids, mais on nous néglige. Alors on a un poids de notre côté en France pour la diaspora française européenne, on a un poids en Afrique, mais l'un et l'autre ne veulent pas nous reconnaître. Lui il dit rentre chez toi, l'autre il dit rentre chez toi. Donc à un moment donné on va se poser, on va se baser sur nos racines, sur notre moi je déteste dire que les Comores et l'Afrique sont mes continents, sont mon pays d'origine, d'accord, parce que l'origine c'est un terme étymologique, c'est d'où on vient. Donc moi mon origine c'est la France, je suis né en France, j'ai grandi en France. Si on veut savoir où j'étais à l'école, on vit en France. Par contre, l'Afrique, c'est ce que je suis. Je suis pas noir parce que je suis né je suis né à Rennes, je suis pas noir parce que je suis né à Rennes. Donc je suis un peu comme tous la diaspora, je suis une plante qu'on a plantée ailleurs. Mais est-ce que parce qu'on prend un manguier, on le plante en Normandie, c'est plus un manguier d'Afrique? Non. Donc moi je pense qu'on parle de racines, on parle d'ascendance. Mes gènes sont africains parce que je suis d'ascendance africaine. Bien sûr. Et au final voilà, c'est les Comores, c'est plus que mon pays, c'est ma patrie, c'est la terre de mes pères. Tous mes pères jusqu'à la naissance de ma famille, ils sont nés aux Comores et ont vécu aux Comores et ont œuvré aux Comores. Donc voilà, c'est avec tout ce cheminement personnel et professionnel, c'est pour ça que je t'ai dit qu'ils sont intrinsèquement liés. J'ai réussi à me connaître, je comprends et je sais qui je suis. J'ai aucun complexe à l'être aujourd'hui, je suis complètement décomplexé, je dis ce que j'ai à dire.
Et celui qui ne le veut pas, tant pis. Je fais pas de pirouette, je fais pas d'atalaku comme on dit pour plaire à X ou Y. Et je veux utiliser la force, l'exposition la petite exposition et la force que j'ai pour influer, pour que je puisse y mettre ma pierre à l'édifice. Et l'objectif, c'est de faire de la transmission, ce que nos pères malheureusement n'ont pas fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transmission. C'est pour ça qu'on voit que au pays, c'est dirigé par des personnes qui sont plus âgées que nous, parce qu'il n'y a pas eu de transmission directe. Aujourd'hui, il faut faire de la transmission, mais rapidement. À 30 ans, j'ai des choses à apporter. Et celui de 20 ans, il va apporter à 10 ans. Il faut qu'on soit dans une transmission assez rapide, assez simple. Et du coup, je pense que le grand combat, je pense pas de ma vie, mais le grand combat, en tout cas, que je veux mener, c'est cette création de cette communauté économique de la diaspora africaine, ce qui va pouvoir permettre de s'asseoir à la table et de faire des choses. On arrêtera c'est bien d'être militant. Tout le monde doit ramener, je veux opposer personne, parce que, au final, c'est la même chose. La base, c'est cette souveraineté, récupérer cette souveraineté. Et je dis récupérer parce que voilà, on sait que l'Afrique était une puissance endormie, j'ai envie de dire. Donc voilà les perspectives pour se faire. Au niveau de la CEI, on va s'implanter de plus en plus en Afrique à travers des représentations. On est en train de signer des accords de siège qui sont en cours. Et au niveau personnel, petit personnel, je pense que même après mon mandat, je pense que je resterai en Afrique. Je me suis accoutumé, je me suis adapté complètement à la vie. D'ailleurs, je suis dépaysé quand je vais en France. J'ai des réflexes que j'ai quand je suis au pays que je vois que je peux pas avoir ici. J'ai cette tranquillité de vie, etc. qui s'oppose un peu avec mes frères que je vois quand ils sont ici. Et aujourd'hui, je me vois pas vivre ailleurs qu'en Afrique. Peut-être que ce sera pas les Comores, ce sera notre pays. Mais en tout cas, ma vie a pris une autre tangente et aujourd'hui, je veux contribuer. Et je pense que je suis un peu fier quand je vois mes enfants qui sont nés en France, qui parlent avec ce petit accent, tu vois, parce qu'ils sont allés très très jeunes, qu'ils ont aucun complexe. Ils savent qu'ils sont noirs, ils savent qu'ils sont musulmans. Ils n'ont aucun complexe, ils se connaissent. Et moi, j'ai mis presque 30 ans pour l'avoir. Quand je vois mon fils de 5 ans qui peut dire je suis noir, qui a des références, tu vois, parce que c'est l'éducation. Au-delà de tout l'amalgame qu'on peut faire, donner des pupilles noirs à ta fille, la mettre devant un dessin animé noir, c'est qu'au final, ils ont des références. Ils sont pas à la recherche, eux, ils veulent plus plaire. Je vois que mes enfants, ils veulent plus plaire. Ils sont fiers d'eux, tu vois. Faut juste réguler parce que ça finit à l'arrogance, mais et je vois que j'ai dû attendre d'être adolescent et de savoir parler, alors que eux, voilà, ils sont voilà, ma fille me dit, moi, je suis une princesse. Et moi, je m'amuse à la contredire. Elle me dit, non, je suis une princesse. Moi, je suis une princesse d'Afrique. D'ailleurs, elle s'appelle Makeda. C'est pas pour, tu vois. Donc, il y a une transmission d'une génération où on est de plus en plus décomplexé. Et ça sert à rien d'être juste décomplexé et de pouvoir dire ce qu'on veut. Non, il faut qu'on puisse s'imposer et faire des choses. Et comme je l'ai dit, on impacte dans les deux continents. Donc, il faut qu'on nous respecte dans ces deux continents à notre juste mesure, sans dire l'un ou l'autre. Voilà, comme on dit en France, on n'a pas ce qu'on doit avoir. On a fait qu'on n'a pas ce qu'on a à avoir. On a le problème dans les deux côtés. Donc, ce qu'on veut, c'est que maintenant, on s'assoit, on s'arrête. Vous nous respectez par rapport à ce qu'on vous apporte et vous répondez à nos doléances. C'est pas possible qu'aujourd'hui, il arrive quelque chose à un afro-descendant qui soit d'une nationalité X ou Y et que le pays ou que l'Union africaine ne condamne pas. Quand on a un jeune qui meurt et que la police peut être impliquée, ben non, il faut qu'il y ait des actions qui doivent être faites. Il faut qu'on arrête de banaliser que le fait qu'on plaque un noir au sol, un gamin de 9 ans, que ça ne choque pas à part le relayer sur non, il faut qu'il y ait des décisions diplomatiques qui doivent être prises, des actions, des sanctions, exactement, des réactions. Mais ça va, les gens ne vont pas le ressentir parce que dans au pays, c'est vrai qu'on a une distance avec la diaspora. Ouais, si on vous plaque au sol, mais vous avez à manger de l'électricité, non, faut qu'on arrête. Il faut qu'il y ait de l'amour qui circule, il faut qu'il y ait la considération des différents peuples africains qui circulent pour qu'on soit vraiment solidaires. Parce qu'on est une puissance endormie. Et je pense que pour relever cette puissance-là, on va commencer par l'économie. Quand on pourra payer, financer et être une force économique comme d'autres nations ont pu le faire, bien sûr qu'on va nous respecter. Et on réfléchira pas à aller dans tel et tel pays parce que là-bas ils sont un peu moins racistes que d'autres. Je sais que moi le premier et certains frères, on se restreint pour bouger parce qu'on sait que là-bas ils nous aiment pas trop, là. Mais non, on doit pouvoir aller partout où on veut et être protégé. Donc moi c'est le message et c'est l'ambition que j'aspire. Ce serait bien que de parler. C'est pour ça que moi je suis allé aux Comores. Parler Afrique en étant en France, ça va 2 minutes. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Juste qu'il faut de tout. Voilà. On a des militants, on a des gens comme moi qui sont diplomates. Chacun il agit à sa juste mesure. Et si tout le monde collabore ensemble, les militants, les diplomates, les entrepreneurs, les professeurs, les docteurs,
on va redevenir vraiment cette puissance-là. Donc, je pense, avant de parler d'État uni d'Afrique, je pense qu'il faut d'abord être lié de façon économique. Et quand on sera lié de façon économique, on aura cette liberté de circulation des marchandises. Du coup, on aura cette libre circulation des personnes. Et à la fin, on aura cette monnaie unique. Donc, ça ira, mais ça commencera toujours par le business. L'Union européenne, elle s'est créée par le business. Elle a dit, arrêtons de nous faire la guerre, on fait du business. Et si tu fais du business avec l'un, t'as pas envie de lui faire la guerre. C'est pour ça qu'ils sont en paix, qu'ils font de l'argent et qu'ils ont 1000 euros. Donc nous, on doit pouvoir faire la même chose et copier ces instances-là en enlevant tous les sentiments, en étant pragmatique. Ok, oui, c'est les Européens, ils ont leur histoire avec nous, qui est douloureuse, mais ils ont réussi à faire ça. On regarde comment ils l'ont fait, on prend la recette et on l'a fait. C'est ça l'intelligence. Parce que notre intérêt, c'est nous. Bien sûr. C'est comme je t'ai dit, moi, je suis prêt à travailler avec tout le monde tant que c'est un partenariat gagnant-gagnant et qu'on est respecté. Soit d'extrême droite ou je ne sais où. Si t'apportes quelque chose au continent africain et aux populations dans le respect, bien évidemment, et dans une tranquillité, une quiétude, et travailler ensemble. Moi, je veux pas travailler avec des gens qui m'aiment. Je veux travailler avec des gens qui me respectent. L'amour, je pense que l'amour, elle n'est pas à prendre de tout le monde. Par contre, le respect, il a imposé de tout le monde. On négocie pas. Tout à fait. Je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Ce que j'apprécie particulièrement avec ton parcours, c'est qu'il remplit toutes les dimensions auxquelles on a besoin actuellement. C'est-à-dire au niveau de la jeunesse, au niveau des nouveaux, comme je les appelle, les nouveaux noirs de France et d'ailleurs, on a besoin d'être sur des dimensions qui sont plurielles. On a besoin d'être performant dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde des finances, de faire de l'argent, mais on a besoin également d'avoir la bonne mentale, le bon état d'esprit. Et le piège dans lequel on tombe, souvent, malheureusement, dû peut-être à un esprit étriqué ou à une manière peut-être inconsciente de voir les choses, c'est de vouloir performer uniquement dans un domaine au détriment de l'autre. On veut faire de l'argent, mais on n'a pas forcément le bon état d'esprit. On veut être exposé, on veut être militant, par exemple, sans forcément faire de l'argent aussi. Il faut être sur tous les pans. Et qu'est-ce qui va faire que l'Afrique va réussir à se relever, que ça soit au niveau de la diaspora en Europe, mais également sur le continent, c'est qu'on va pouvoir converger toutes ces dimensions et être complet. À l'instar, si on doit prendre l'exemple d'un equalizer, si on veut aller dans le monde de la musique, avec différentes fréquences, le noir, il doit avoir toutes les fréquences qui sont à un certain niveau, à un minimum. On peut pas être bon là et être nul à côté. Exact. Et je pense que pourquoi moi j'aime bien ton profil et tout ce que tu nous as expliqué, tous les points que tu as abordés, c'est qu'on voit que depuis ton cheminement personnel, tu as su jauger, tu as su remplir certaines cases qui font qu'aujourd'hui, même si c'est pas encore terminé, on fait encore beaucoup de choses, et on sait que tu vas encore évoluer dans différents domaines, mais au moins à l'heure actuelle, quand tu nous parles, lorsqu'on analyse tes dires, tes actions, ta progression, tes ambitions, on voit quand même que le graphique, il se tient. On passe pas, c'est pas en dents de scie, c'est pas en dents de scie, et on voit qu'il y a quand même une cohérence, et que le fait d'avoir mis un minimum dans différents domaines, ça te permet d'être cohérent et d'être actif également. Et je pense que c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin d'avoir une vision et un impact en 360. Pas être focalisé sur ça, mais être sur beaucoup de choses. Bien sûr. Être sur beaucoup de choses et avoir compris, surtout, avoir vraiment l'état d'esprit, parce que l'état d'esprit, comme je le dis souvent, c'est ce qui détermine tout. On a en Afrique beaucoup de gens qui sont riches, mais ils n'ont pas le bon état d'esprit. Donc forcément, les actions qu'ils vont produire vont pas être suffisamment impactantes. Ils vont forcément regarder leurs intérêts personnels et l'enrichissement va juste servir à leurs intérêts personnels. Et d'autres personnes qui ont la mentale, qui ont un état d'esprit à la Sankara, par exemple, qui sont incorruptibles, qui sont intrépides, qui ont peur de rien, mais ils ont pas les moyens. Donc au final, ils peuvent rien faire. Clairement. Et donc je pense que c'est vers ça qu'on doit aller. Toi, c'est vers ça que tu vas. Et là, je m'en suis rendu compte parce que j'ai appris à te connaître. Tu nous as dit beaucoup de choses qui nous ont montré que effectivement, c'était pas juste des paroles en l'air. On a compris également qu'il y avait une indépendance dans ta diplomatie, parce que la diplomatie, ça a ses préjugés. Ça peut être tendancieux. Ça a ses préjugés. Ça n'a pas forcément une bonne réputation. Tout le côté politique, voilà, on a souvent tendance à associer les gens issus des quartiers pour des voyous, alors que les plus gros voyous sont des politiciens, sont des gens qui sont dans la diplomatie. Clairement. Des détournements, on a, sans citer de noms bien précis parce que c'est pas le but ici, mais on a eu des scandales au niveau de la politique ou de la diplomatie, des détournements de fonds, des emplois fictifs, et j'en passe, des financements de campagnes par des mallettes, enfin, voilà. Donc, les plus gros voyous sont pas dans les quartiers. Clairement. Donc, on a aussi, il y a aussi ces préjugés qu'il faut qu'on casse aussi, que
même si on est issu de l'immigration, même si on a des racines africaines, on doit se politiser très tôt. On doit intégrer les instances politiques parce que c'est là où ça se passe, c'est là où on fait bouger les choses. Donc, on doit être en mesure aussi, nous, de nous décomplexer, de pouvoir intégrer ces instances-là, de prendre également ces costumes-là, ces casquettes-là, en gardant nos valeurs, en gardant notre côté incorruptible, en gardant nos intérêts pour l'Afrique, mais en étant aussi capable de pouvoir agir lors de la table des négociations, de pouvoir être présent et pouvoir décider avec les grands. Tout à fait. Et moi, quand j'ai cet échange aujourd'hui avec toi, je me dis, des profils comme ça, il en faut plus. Il en faut plus. Et c'est vraiment un réel plaisir de t'avoir parce que ça va forcément inciter d'autres personnes, ça va donner des perspectives à des jeunes qui n'ont pas forcément cette vision de ce qu'on peut prendre comme trajectoire dans notre vie personnelle et professionnelle. Donc pour ça, un grand merci. Un grand merci d'être venu, de t'être déplacé d'aussi loin. C'est un honneur de te recevoir. Et je te souhaite beaucoup de bien. Je sais que on va se revoir dans d'autres circonstances, j'espère. Et je sais que l'évolution n'est pas terminée. Ton évolution n'est pas terminée. On espère. C'était Black Spirit Heroes. On se revoit le mois prochain avec un nouvel invité aussi inspirant que Rahem Atoumane. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.